Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de commencer cette année 2024 avec vous. Nouvel épisode du Raging Fire Club, un épisode un peu particulier dont on va vous expliquer le concept. Bonne année à tous, Kung E Fat Choi, comme on dit en cantonais. Comment ça va Max? Comment ça va Paul? Eh ben super, bonne année à tous et ravi de revenir enfin parmi vous et on va bien parler de cinéma et ça va être cool. Eh ben salut à vous, John, Max, et puis tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Bon, on va se faire un petit épisode un peu freestyle pour vous souhaiter une bonne année. On pense que c'est pas mal aussi pour que nos quelques auditeurs précieux nous connaissent un peu mieux. Et donc on va se faire une petite discussion entre potes et puis expliquer un peu à tout le monde. On va essayer de faire un petit peu le bilan de cette année, vous expliquer un peu où le Raging Fire Club va aussi. Et ce qu'on prévoit pour l'année prochaine. Et puis on va parler Cinoche de toute façon. Bah ouais, on peut commencer par faire le bilan de cette année 2023, parce qu'on a lancé le podcast, c'était en début d'année, je crois. Ouais, il me semble bien, j'ai pas les mois. Alors on en est à notre, si je me trompe pas, vu ce que vous m'avez dit, on en est à notre 9e épisode. Ouais, alors, c'est ça. Voilà, on est quand même. Bon, alors on n'est pas. Vous avez tous remarqué qu'on n'est pas les plus grands pros de la régularité. On peut vous sortir 2 épisodes en un mois et puis disparaître pendant 3. Ça va être, à mon avis, un peu toujours comme ça avec nous parce que on a tous des vies personnelles et puis aussi des vies professionnelles à côté. On a tous plein d'activités à côté. On fait tous pas mal de trucs et donc c'est toujours un plaisir quand on se retrouve. Mais les choses font que parfois on a du mal à se retrouver. Ouais, on est tous en région parisienne. Et pourtant, on fait pas ça. On fait ça on est chacun chez soi parce qu'on a quand même pas mal de mal à se capter. Donc, le Raging Fire Club va être très productif cette année. On a plein d'idées, on a plein d'émissions lancées. On va vous fournir pas mal de trucs, des sujets dont on a très envie de vous parler et avec des invités, tout ça. Mais il faut le temps que ça se fasse, il faut le temps que tout le monde soit dispo. Donc, excusez-nous si certains trouve qu'on n'est pas assez régulier, on va essayer de l'être plus. C'est pas gagné, c'est pas promis, mais en tout cas, on va essayer de faire des efforts. Max, t'en as pensé quoi, toi, de cette année? Eh ben, ma foi, j'étais déjà très content que ça se fasse, tout simplement, qu'on arrive enfin à le faire. Ça n'a pas été sans peine par rapport à plein de choses en interne à mettre en place et tout. Finalement, on s'est dit que même, comme tu l'as dit, malgré le fait qu'on habite tous en région parisienne et en Île-de-France, on est quand même en différé. Mais voilà, on essaye surtout d'avoir, comme tu l'as dit, pas forcément de régularité. On a des vies, chacun un peu, on a nos vies, quoi. Donc c'est pas toujours facile à faire, mais surtout on essaye de vous faire des émissions riches et avec du contenu. Et c'est vrai qu'il y a du taf à chaque fois. Il faut quand même revoir les films, relire les fiches. Voilà, c'est vraiment du taf. Ça prend vraiment du temps. Moi, je me souviens que la première qu'on avait fait, la Donnie Yen, par exemple, qui était très, très, très fournie, très touffue, parce qu'elle dure pratiquement 3 heures. Je crois qu'on a fait quasiment 3 heures et ça a été vraiment, mais je crois que pendant un mois, j'avais préparé, j'avais creusé, j'avais revu les films, vraiment. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup. Je voulais le faire. En plus, je voulais vraiment la faire bien parce que c'était la première, fallait vraiment marquer le coup, parler d'une figure comme ça, un peu connue, un peu emblématique. D'ailleurs, vous avez aussi remarqué qu'on essaie d'alterner, même si on essaie d'avoir des sujets quand même un peu dont les gens n'ont pas forcément l'habitude d'avoir et dont on parle pas beaucoup sur YouTube ou sur les canaux de cinéma. Par exemple, on a fait un épisode dernièrement sur Xing Fuan, sur Mengoy, qui sont quand même des figures emblématiques, mais forcément qui vont pas parler au grand public. Donc on aime bien aussi, enfin je parle au nom de mes camarades, mais je pense qu'ils seront d'accord avec moi, mais on aime bien aussi mettre en avant des figures méconnues, inconnues ou oubliées. Et ça c'est bien pour ça aussi qu'on fait cette émission, et c'est ça qui me fait plaisir. Si c'est pour parler on va pas vous refaire un épisode sur Bruce Lee ou sur. Alors ça peut peut-être nous arriver, on fera peut-être un film un peu moins connu. Je sais que moi et Paul, on aime bien Big Boss, par exemple, et c'est peut-être pas forcément le plus mis en avant. Peut-être qu'on pourra en reparler. Il y a toujours des trucs à dire, même sur les trucs les plus connus, mais disons qu'on aime bien aussi
voilà, parler de figures comme ça oubliées. Donc, ouais, bah en fait, comme tu as dit, les préparations d'épisodes, comme on essaye, on espère qu'on y arrive un minimum. C'est pas à nous de le juger, mais on essaie de vous donner des trucs, de vous offrir des sujets de qualité, assez fouillés. Donc ça nécessite quand même surtout des revisionnages de films que parfois on n'a pas vus depuis 10, 20 ans. Donc ça prend du temps de revoir les films. Ça prend du temps de réactualiser ses connaissances parfois aussi sur tel ou tel sujet. Et puis voilà quoi. Donc nous on continuera à essayer de vous donner la qualité que vous êtes en droit de demander. En tout cas, on essaiera au maximum de le faire. Et donc forcément, entre ça et le reste, parfois on met du temps à le faire. Hein. Je vous rappelle par exemple que Max et John ont leur chaîne YouTube à eux, que Max est sur plusieurs podcasts, que les deux interviennent beaucoup dans des émissions diverses et variées, qu'à côté ils ont une famille, et moi pareil. Et donc tout ça, il faut que ça se combine. Mais vous inquiétez pas, on a plein de trucs prévus pour vous. Et comme t'as dit Max, ouais, nous le but, si vous avez bien compris, sinon on serait lancé dans autre chose. Le but de notre podcast, c'est vraiment de faire redécouvrir ou de parler de gens dont on parle pas beaucoup et d'un cinéma dont on parle plus beaucoup. On en a parlé à une époque, c'est un peu moins le cas maintenant, mais on avait envie de vous parler beaucoup de cinéma hongkongais, comme vous l'aurez remarqué. On parlera pas que de ça, et on n'a pas parlé que de ça. On a fait un peu d'animation, on a fait un peu de cinéma japonais, on continuera à faire ça. On va sûrement vous parler d'autres trucs, j'en sais rien, de cinéma indien, sûrement. C'est des choses dont on a envie de parler avec vous. Mais voilà, notre but, nous, c'est pas de faire de l'argent. En fait, on fait le Raging Fire Club, c'est l'émission qu'on aurait envie d'écouter, nous, en tant qu'auditeurs. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et donc voilà, moi, un podcast sur Ching Fui On, je le prends. Voilà, même si ça intéresse 300 personnes en France, c'est pas grave. L'important, c'est que ce soit là et que tout le monde puisse s'y reporter au moment voulu ou si le hasard des algorithmes fait que vous tombiez dessus. En tout cas, voilà. Nous, c'est ça. Le Raging Fire Club, c'est pas quelque chose pour avoir des sponsors, c'est pas quelque chose pour gagner de l'argent. Chacun fait sa vie de son côté. Donc, pour ça, on espère surtout vous faire découvrir des choses que vous connaissiez pas ou que vous entendiez parler de sujets que vous aimez et que vous entendez pas ailleurs. Et surtout, on est là vraiment pour se faire plaisir, parler de choses qu'on aime. Et donc, vous aurez remarqué qu'on adore le cinéma HK, mais pas que. Ouais, vous avez bien résumé le truc, les gars. Je veux rien rajouter de plus. C'est un vrai plaisir de faire ces émissions, effectivement, de parler de sujets moins dans l'ombre que certaines autres choses. C'est vrai que c'est un plaisir de remettre en lumière des acteurs qui ont été importants pour nous, des réalisateurs, des films qu'on a découverts il y a effectivement une petite vingtaine d'années. C'est un plaisir de toujours avoir la passion d'en parler, même 20 ans après, et de pouvoir le faire avec deux passionnés comme vous, et de pouvoir offrir nos émissions au public. C'est un vrai plaisir. Ouais, je rebondis un peu, alors, parce que, juste pour nuancer un peu ce que tu dis, même si je comprends bien, c'est vrai que nous, on a à cœur de vous faire découvrir un cinéma qui nous a porté dans notre cinéphilie, si on peut parler de cinéphilie, en toute modestie, qui est le cinéma hongkongais, surtout des années 80-90, mais vous remarquerez, pour ceux qui nous suivent depuis le départ, qu'on essaye au maximum aussi de suivre certains points d'actu qui nous semblent intéressants à développer. Donnie Yen est un acteur actuel. Quand on a sorti l'épisode sur Donnie Yen, il venait de sortir Sakra, dont on a parlé. On a parlé de Chris Wu, qui est un réalisateur actuel de DTV chinois, que l'on trouvait prometteur, et c'est une émission qui me plaît bien, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous ont parlé de ce type. On a parlé de Golgotress, qui vient d'être réédité en Blu-ray par Tanuko, et on vous conseille ardemment et vivement de vous procurer cette belle édition. On a parlé de Choi Ark à l'occasion de la sortie du livre qui est déjà une référence de Arnaud Lanuc. Enfin voilà, on essaye au maximum de coller à l'actualité. Et puis après, on prend des sujets. Meng Hoi, il venait de décéder. On vous rappelle que Meng Hoi, c'était un épisode hommage. Chin Fui On, c'était super comme émission, et c'était à la demande le sujet de notre invité qu'on remercie beaucoup d'être venu, comme tous nos invités, qui étaient Sébastien Lecoq. Enfin voilà, nous on prend les sujets comme ils viennent. Et là, on en a pas mal aussi à vous montrer, des trucs. On va vous parler de cinéma dans les jours et semaines qui viennent. On va vous parler de cinéma hongkongais.
de la grande époque. On va vous parler sûrement de cinéma japonais, peut-être de tokusatsu, de trucs comme ça. Enfin voilà, on s'interdit rien. On s'interdit pas de revenir sur un petit film qui nous botte tous les trois et de vous en parler juste de ce film-là. Enfin voilà, il y a pas de règles, hein. Nous, on est là pour parler cinéma, pour essayer d'apporter des choses, pour approfondir des sujets qui ont peu été approfondis, en tout cas dans nos contrées. Enfin voilà, le Raging Fire Club, c'est la mission qu'il s'est donnée, hein, c'est ça. C'est une mission qu'on remplit vraiment en étant très humble, hein, mais voilà, c'est un peu la vision qu'on a et c'est ce qu'on compte vous proposer encore pour 2024 et puis pour les autres années à venir, parce que on n'a pas envie et on n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, puis en plus de ça, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on propose, c'est le fait de pas forcément faire un film. En fait, on essaie d'alterner un peu, c'est-à-dire une personnalité, un réalisateur, un genre, un film, peut-être bientôt, peut-être vous verrez le film et son adaptation superposée, peut-être. Enfin, vous avez. Ouais, on va faire peut-être des petits versus. Des versus, voilà, merci Paul. Donc il y a ça, voilà, on essaie toujours de varier, mais vraiment pour se faire plaisir, hein, comme tu l'as dit, parce que de toute façon, voilà, on parle d'un sujet quand même de niche et qui intéresse plutôt d'abord les passionnés et les gens qui s'intéressent à ça. On espère ouvrir un spectre plus large en parlant de choses un peu plus connues, mais et puis bon, même si c'est vrai que le cinéma hongkongais est quand même au centre de notre podcast, on a quand même aussi beaucoup, je pense qu'on va faire pas mal de cinéma japonais en deuxième, ça sera quand même ça. On parlera un petit peu de cinéma indien aussi. Ça sera quand même, voilà, je dirais peut-être les trois plus gros cinémas dont on va parler, parce que ça a l'air de prendre un peu ce chemin-là, notamment au niveau du cinéma de Hong Kong, qui est quand même central. Et ça, c'était un petit peu je voulais que j'avais quand même cette idée de mettre quand même au cœur le cinéma de Hong Kong et d'aller grossir après le cercle. Mais même jusqu'à peut-être, on en parle même aussi, peut-être qu'un jour on parlera de cinéma hors Asie, hein, c'est possible, hein, qu'on vous parle de nous, on aime aussi des films comme Conan, comme les Péplums, comme les films d'action des années 80, comme voilà, ça sera pas interdit, peut-être même de parler d'animation. Enfin, on s'interdit rien et on fait les choses naturellement, même si ce naturel va, comme vous avez pu le constater, on a quand même souvent envie de parler de cinéma de Hong Kong, quoi. Ça revient quand même souvent, parce que je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais c'est vrai que moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu sous-représenté, et je me dis voilà, c'est comme tu l'as dit, Paul, en fait, c'est une émission qu'on aurait envie de voir presque, et du coup, t'as envie de voir une émission sur un tel, sur un tel et sur un tel. Et comme personne l'a fait, on se propose de la faire, quoi. Alors on passe bien entendu, on n'est pas les seuls, hein. On remercie grandement tous les gens qui parlent de ce cinéma-là. Je pense à Arnaud Lanuc avec la Maison du cinéma asiatique. Je pense à Beau Parleur qui parle souvent de cinéma hongkongais. Je pense à des podcasts comme Hcast, hein, avec Marvin Montes, qui a l'air un peu au point mort pour l'instant. En tout cas, on n'a pas de nouvelles, mais on serait content d'en avoir. Je pense à la 36e chambre du Cinéphage que j'anime aux côtés de Aurélien Orzulic, Aurélien Goriou-Vallès de la chaîne de Monsieur Bobine, et avec Mohamed Bouaouina et Jonathan Goriou-Vallès, où on parle de cinéma hongkongais. Pareil, cette émission, elle est pas morte. C'est juste que pour l'instant, les membres n'ont pas le temps de se retrouver. Mais voilà, on n'est pas tout seul sur ce créneau, mais on apporte aussi, je pense, une autre vision à nous de cinéma héroïque, de cinéma d'action. On apporte des sujets que les autres n'ont pas traités, mais on veut pas dire que ces émissions n'existent pas. C'est juste que on parle quand même peu de ce cinéma pour des raisons très très objectives. C'est un cinéma qui va pas bien, le cinéma hongkongais. Le cinéma chinois se porte plutôt bien, mais on est parfois un peu perplexe devant les choix artistiques qui sont faits. Il y a des trucs qu'on aime beaucoup et on vous en a parlé. On vous a parlé de Chris Yuo, par exemple, hein. Mais c'est un cinéma qui est plus le même, qui a changé depuis la rétrocession. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en 1997 la rétrocession de l'île de Hong Kong, de la presqu'île de Hong Kong plutôt, hein, à la Chine continentale, alors qu'elle était à la base
administré par la Grande-Bretagne. Et donc voilà, c'est un cinéma qui c'est compréhensible que les choses ne soient plus celles qu'elles étaient il y a 20 ans. Hein. Moi, je suis de la génération qui a mangé les Bruce Lee, les Jackie Chan en pleine tête quand il était petit. Et puis après, on a eu l'explosion du DVD, et notamment grâce à des gens comme HK Vidéo qui ont dans le début des années 2000 mis ce cinéma à l'honneur. Et puis aujourd'hui, ce cinéma, il est moins à l'honneur. Est-ce que ça veut dire qu'on doit pas en parler, qu'il doit être oublié? On pense pas. On pense que c'est un cinéma très important pour le cinéma d'action en particulier. Je veux dire aujourd'hui, je répète ce que plein d'autres vous ont déjà dit, mais voilà, il y a plein de choses que vous ne verriez pas, des films que vous ne verriez pas. Je lance par exemple des John Wick ou tout ça. C'est des choses que vous ne verriez pas sans le cinéma hongkongais. Donc c'est un cinéma matriciel et on pense qu'il est important de continuer à parler, et à continuer à transmettre ce qu'a été cinéma et pourquoi il a été important. On en entend souvent parler comme parfois des gens qui peut-être sont pas habitués au code de ce cinéma, comme des espèces de séries B, voire bis, voire nanardesques. Et nous, notre but, c'est d'expliquer pourquoi c'était pas ça le cinéma de Hong Kong. Bien sûr, pour mettre un peu dans le contexte, effectivement, les choses. Bien sûr, on peut trouver ça super fun. Bien sûr qu'il y a des trucs qui nous aussi nous font rigoler. Bien sûr que c'est un cinéma qui se prend pas la tête. Bien sûr que c'est un cinéma fait à l'arrache. Mais c'est aussi pour ça qu'il est magique. Et c'est un cinéma malgré ce que peuvent en dire les gens, de haute précision. Et c'est ce qu'on avait envie, nous aussi, de mettre en lumière, c'est que le cinéma de Hong Kong, et c'est pas seulement Choi Ark, et c'est pas seulement John Woo, c'est pas seulement dans d'autres genres, Wong Kar-wai. Il y a plein de gens, il y a plein d'artistes, il y a plein de génies, et c'est ces gens-là qu'on avait aussi envie de mettre à l'honneur au sein de nos émissions, quoi. Ouais, bien résumé, bien résumé. C'est vrai qu'il y a plein de petits artistes, plein de petits réalisateurs un peu plus dans l'ombre qui sont très intéressants, et on vous en fera profiter au cours des émissions qui vont arriver pour 2024. Bien résumé. Alors bien sûr, je rebondis là-dessus aussi. C'est vrai que aujourd'hui, la disponibilité de ces films pose problème. C'est-à-dire qu'on vous parle souvent de films qui sont très durs à trouver. Mais nous, on est obligé, pour traiter à fond nos sujets, d'en parler. Il y a des moyens plus ou moins détournés de pouvoir se procurer ces films. On n'est pas là pour faire de la pub pour des pratiques illégales, mais parfois, on va pas se mentir, il y a des films qu'on veut voir, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'offre tout simplement légale pour ces films-là. Mais c'est le même problème avec un peu moins maintenant, mais c'est toujours le même problème avec le cinéma asiatique en général. C'est le même problème avec le cinéma japonais, c'est le même problème avec le cinéma indien. Pour l'instant, la disponibilité de pas mal de films au niveau légal pose problème. Il y a peu de propositions sur les plateformes. Il y a peu de propositions en physique. Et d'ailleurs, on remercie tous les acteurs du Blu-ray, du DVD, de l'édition de Blu-ray et de DVD qui font les efforts de sortir ces films-là, qu'ils soient récents ou qu'ils soient de l'ordre du patrimonial. Mais on continuera à vous parler de ces films-là, et puis on espère que vous arriverez par un moyen ou un autre à pouvoir regarder les films qui vous ont intéressé dans ce dont on vous a parlé. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, pareil, la disponibilité du cinéma asiatique en général pose problème. Il y a plein de trucs super qui sortent aujourd'hui, qui sont actuels. Il y a plein de trucs super qui sortent en Chine, au Japon, en Inde, en Corée, et qui sont pas visibles ici. Et c'est très dommage. Et donc on est aussi là pour parler de ces films-là parce qu'ils existent, même s'ils sont difficiles à voir en France. Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on parlera de cinéma coréen aussi? Alors, franchement, je vais vous dire, sur un film comme ça, moi, je sais pas, il y a des films coréens que j'adore, je sais pas, là, je me rappelle de la dernière séance de films coréens que j'ai vu sur le grand écran, c'était Battleship Island. Et j'étais, voilà, quoi, il y a des grands films en Corée, après, c'est un cinéma que je connais, c'est un cinéma que je connais moins. C'est un cinéma que je connais moins, c'est un cinéma que je trouve, alors vraiment, je le dis avec vraiment tout le recul que vous pouvez prendre, mais que je trouve un peu plus générique que ce que j'ai l'habitude, moi, enfin, pas l'habitude de regarder, parce que je regarde plein de trucs génériques, mais c'est un cinéma qui, je pense, a proposé de belles choses au début du 21e siècle, jusque dans les années peut-être 2015, on va dire, et puis qui a tendance à s'essouffler, qui a ses grandes figures, bien entendu, moi...
Alors bon, les Bong Joon-ho, Park Chan-wook et tout ça, tout le monde les connaît. Moi, par exemple, un de mes réalisateurs préférés, c'est Na Hong-jin, qui n'a fait que 3 films, mais en 3 films, il a éteint le game. Hein, c'est le gars qui a fait The Strangers, The Murderers, The Chaser. Il a produit aussi d'ailleurs un petit film d'horreur sympa qui s'appelle Medium. Donc parler de cinéma coréen, bien entendu, on s'interdit rien. Après, moi, je vous dirais que je suis pas un grand connaisseur, donc là, il va falloir que je fouille les choses. Mais je suis pas un grand connaisseur de cinéma indien non plus, et on compte bien vous en parler. Alors, John et Max sont plus connaisseurs que moi de ce cinéma. Moi, je suis en train de le découvrir, de me prendre des tartes sur tartes. Alors, j'ai vu aussi pas mal de trucs que j'ai trouvé ou très moyens ou très mauvais. Mais voilà, c'est un cinéma qui m'intéresse et dont je compte bien vous parler, même si je ne suis pas le plus grand des experts. Alors moi, je précise quand même que c'est quand même Jonathan qui est le plus gros expert de cinéma indien et qui m'a fait découvrir ça il y a 2 ans, même si j'en ai vu beaucoup. Il connaît beaucoup mieux le sujet que moi. Et moi, en fait, je vous ai un peu posé la question sur le cinéma coréen. C'était un peu ironique parce que si les gens me suivent un peu sur YouTube, ils savent que je suis pas forcément méga fan de cinéma, que comme tu l'as dit, je trouve un peu générique. Et qui du coup s'adapte un peu au goût général du monde occidental, et du coup je trouve ça par moments un petit peu aseptisé, le cinéma coréen, et un petit peu triste malgré ses grandes qualités. C'est-à-dire que je trouve que c'est objectivement peut-être le plus qualitatif en termes purement techniques, mais par contre au niveau du substrat, au niveau de l'énergie, de ce que ça me procure comme émotion, je suis moins dedans. Alors que en opposition, le cinéma indien, parce que là on a cité les deux, le cinéma coréen, le cinéma indien, pour moi c'est un petit peu un miroir déformant, c'est-à-dire que le cinéma indien a plein de défauts, mais je le trouve globalement beaucoup plus vivant et beaucoup plus vibrant que le cinéma coréen. Donc voilà, ça dépend ce que vous cherchez aussi est-ce que vous cherchez de la technicité, est-ce que vous cherchez de l'émotion. Moi, j'aurais plus tendance à chercher de l'émotion maintenant quand je vois un film, et c'est vrai que ça me fait moins vibrer le cinéma coréen. Mais par contre, j'aimerais par exemple beaucoup un jour qu'on parle d'un focus d'un acteur comme Don Lee, par exemple. Manon Sok, j'aimerais bien faire un focus sur le mec, même s'il a pas fait que des films extraordinaires. La figure est intéressante. Cet ancien combattant là, ou catcheur ou champion de MMA, ou que je ne sais plus, qui s'est mis à faire des films à la Bud Spencer. Enfin, je trouve ça intéressant, le parcours du gars. Je crois que c'est un Coréen qui vient des États-Unis. Enfin, voilà, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Et c'est vrai qu'aussi, il y a un autre truc par rapport au cinéma coréen, je trouve, qui brille pas particulièrement dans l'action. Alors, je sais que je vais en faire hurler plus d'un, qui vont me trouver outrancier dans ce que je dis, mais franchement, je m'amuse beaucoup plus dans un film de Chine continentale, hongkongais, japonais, indien, et que du cinéma coréen, que je trouve, voilà, je trouve qu'ils font pas les meilleurs films d'action. Ils font peut-être les plus grands drames. T'as cité des grands films là tout à l'heure, Paul. Moi aussi, j'ai trouvé ça mortel au niveau des drames, au niveau de la dramaturgie, au niveau de l'écriture, au niveau de la technique, de la réal. Par contre, au niveau de l'action pure, les quelques films que j'ai vus, j'ai pas été transcendé par l'action de manière globale, quoi. J'ai pas trouvé que c'était une technique très poussée, en fait, au niveau de l'action. En fait, après, pareil, le cinéma coréen, on en a vu un ensemble. Je sais plus si t'étais là, Max. En tout cas, je suis sûr qu'il y avait John. On a été voir le projet Wolf Hunting en salle ensemble. Je crois que c'était le dernier qu'on a vu. Qui est pareil, alors qui est à l'image du cinéma coréen, qui est très propre, très bien léché. Moi, j'en ai un peu marre de leur étalonnage vert et jaune. Là, ça commence à me gonfler sérieusement. Étalonnage qu'on retrouve dans un film dont on a peut-être parlé tout à l'heure, qui est fait par John Woo. Que je trouve ça quand même un peu dommage qu'il ait choisi cette imagerie qui, pour moi, quand je la vois, et je pense directement au cinéma coréen, ces couleurs-là, ces teintes-là, qui commencent à me sortir par les trous de nez, je vous mens pas. Mais ils font toujours du cinéma très carré, très sympathique. Alors peut-être qu'aujourd'hui l'inventivité est moins là, mais après, bien entendu, comme tu as dit, Max, il y a des auteurs. Alors, bien sûr, il y a des auteurs. Tu as Na Hong-jin, tu as Park Chan-wook, tu en as d'autres. Alors, là, comme ça, tout d'un coup, bien entendu, j'ai un trou. Et après, il y a un cinéma d'exploitation à la coréenne. Ils ont leurs pattes, ils ont leurs touches. On peut plus ou moins apprécier. Moi, c'est ce que je vous dis. Je trouve ça très standardisé. Mais finalement, le cinéma d'exploitation hongkongais que nous, on aime... sorti des grandes figures, les Choi Ark, les John Woo, les Liu Chia-liang selon les époques, enfin bon, on peut en sortir, des très grands auteurs, il était aussi un peu standardisé, mais c'était une standardisation qui nous plaisait plus, où
l'époque, le grain de l'époque. La martialité avait une très grande importance et on est très attaché à ça. C'est peut-être moins le cas dans le cinéma hongkongais, dans le cinéma coréen. Et puis voilà, il y avait un art du montage, un art du cadrage autre. Donc nous, on a été biberonnés à ce cinéma-là. Donc forcément, c'est ce qu'on va, c'est là-dessus qu'on va accrocher. Mais voilà, le cinéma coréen, on s'interdira pas d'en parler. De toute façon, on s'interdit pas de dire du bien ou du mal des choses. Il y a des sujets où on a abordé des gens qu'on adorait, hein, comme Donnie Yen, comme Choi Ark et tout, et on s'est pas gêné de dire quand ils avaient fait des trucs qu'on trouvait moins bien que d'autres. Donc on verra, ouais, pour le cinéma coréen. Et concernant le cinéma indien, ouais, je suis d'accord avec toi. Bah moi cette année, j'ai pris quand même des belles grosses gifles. Hein. Moi là, je pense que mon film préféré de l'année 2023, c'est Gigartanda Double X, qui m'a complètement retourné. Pas encore vu ça. Ah, ça, il faut que vous voyez ça, les gars. Elle a une très bonne réputation. Ouais. C'est fantastique. Okay. Ouais, franchement, alors c'est moins un actionneur que des films que j'ai adorés, hein, comme Jawan ou Léo, qui sont super. C'est moins un actionneur. C'est quelque chose. C'est un truc plus qui a un discours sur le cinéma, qui a un discours sur l'exploitation de l'homme par l'homme, sur la figure héroïque. D'ailleurs, hein, qui a un grand discours sur la figure héroïque. C'est quoi être un héros? Ouais, moi, c'est un film qui m'a, en plus d'être hautement divertissant, super fun. Même si ça commence un peu au départ, on se dit oh, putain, on va avoir un espèce de sous-Tarantino indien, et c'est pas du tout le cas en fait. Et qui a une inventivité folle, qui a une direction artistique et une photo complètement dingue, alors qu'on pourrait même ne pas aimer tellement c'est outrancier, tellement les choses sont poussées à leur maximum. Et moi j'adore ça quand les choses sont poussées à leur maximum, quand les gars mettent les pieds dans le plat, j'adore. Et ouais, non, Gigartanda Double X, grosse claque, hein, et je remarque que alors j'en ai d'autres des claques, hein, cette année, hein, pas que indienne. Et je remarque que ma grosse claque de l'année d'avant, il me semble bien, si je me trompe pas d'année, c'était RRR. Donc ça commence à faire 2 ans que mes films préférés que je vois l'année et qui me mettent sur le cul et que dès qu'ils finissent, j'ai envie de me les refaire, c'est des films indiens. Et pour moi, c'est nouveau. Hein, je vous le dis franchement, pour moi, j'ai très longtemps considéré que le cinéma indien, c'était le Bollywood que j'avais l'habitude d'entendre dans la famille ou chez les voisins. Le cinéma romantique, familial. Avec des bonnes femmes qui chantent que leur mari est trop génial et que ça me gonflait. Alors c'était très joli à voir, hein, mais ça me gonflait très vite. Et donc j'ai pris le coche très tard. Ça fait peut-être 3 ans que je regarde un peu de cinéma indien entre autres choses, hein, parce que voilà, en plus, c'est des films qui durent super longtemps, donc faut se dire, bon là, j'y vais pour 3 heures. Mais ouais, le cinéma indien, forcément, à un moment, on va en parler. Alors, est-ce qu'on le fera sous l'angle d'un réal? Est-ce qu'on le fera sous l'angle d'un genre? J'en sais rien. Bon, pour moi, le réal qui ressort, hein, pour l'instant, vraiment de tout ça, c'est quand même Rajamouli, qui est quand même au-dessus de la masse, même s'il y en a plein d'autres. J'ai Lokesh, comment c'est déjà Kanagaraj. Ouais, Lokesh Kanagaraj. Et ouais, le cinéma indien, très belle année. Moi, j'ai adoré Léo, j'ai adoré Jawan. Ouais, t'avais aimé ça, ouais. Et alors Jawan, en tant que, en fait, c'est un blockbuster complètement politique. Dans un pays où c'est pas facile de faire de la politique, parce qu'on rappelle quand même que le gouvernement indien, c'est pas les rois de la démocratie. Un truc politique très critique envers le gouvernement, avec un Shah Rukh Khan qui est quand même, je le rappelle, un musulman, dans un pays où il fait pas bon être musulman, même quand on est une star. Donc c'est un film super courageux. Et je m'attendais pas du tout à ce discours-là, parce que j'étais tombé sur pas mal, excusez-moi, de merde nationaliste et franchement islamophobe. Il y a toujours un méchant musulman caché dans un coin, dans pas mal de films que j'avais vus d'Inde, et ça commençait à me gonfler, franchement. Voilà, par exemple, ce que je dis souvent, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais, mais tu dis ça, tu dis que c'est un cinéma anti-musulman, parce que moi j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des choses qui étaient vraiment répugnantes dans ce que j'ai pu voir. Ouais, tu dis pas ça pour le cinéma chinois, alors qu'il y a les Ouïghours. Les Ouïghours, ils sont pas cachés dans chaque recoin d'une pièce à tenter un mauvais coup dans le cinéma indien, dans le cinéma chinois. Hein, c'est une histoire politique. Mais en plus, c'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire politique chinoise, dont on peut avoir
des avis, mais ça transparaît pas dans leur cinéma. Et ce qui me gonflait pas mal dans le cinéma indien, c'est que la situation politique, qui me débecte personnellement, était présente dans leur cinéma, vraiment, quoi. Et je suis très heureux de constater que c'est pas toujours le cas, et même qu'il y a des gros blockbusters, de gros budgets, avec des acteurs qui sont des légendes. Parce que même moi qui connais pas bien le cinéma indien, Shah Rukh Khan, quand même, je savais qui c'était, et ça faisait plaisir. C'est une des très très belles surprises de l'année, Jawan. Ouais, il est vraiment cool, Jawan. Moi, j'ai plus été marqué par Léo, que j'ai vu en salle avec Max. Et je suis un grand fan du LCU, le Lokesh Cinematic Univers. Là, on attend le prochain film qui arrive début 2025 normalement. Et aussi, je voulais placer Salar, qu'on a vu en fin d'année avec Max, qui était extraordinaire. J'ai pas encore vu ça. Je l'ai pas encore vu. C'est une espèce de fresque criminelle dans une ville gangrénée par la mafia. Il y a des scènes absolument mythiques. La musique est extraordinaire. Les acteurs sont tous magnifiques. Il y a des scènes vraiment qui m'ont coupé le souffle. Niveau mythologie, c'est un mélange entre Scarface et le Seigneur des Anneaux, quoi. Ça n'a aucun sens, mais ils le font quand même. Ah, mais c'est vraiment l'épique poussé à son paroxysme, quoi. C'était vraiment extraordinaire. Très belle soirée. J'ai pas encore vu ça. Je vais me fier à votre avis, hein. Et je vais essayer de voir ça aussi. Alors pareil, hein, on est tous là. On a tellement de films à voir que parfois on met du temps à tout voir. Mais ouais, le cinéma indien, belle année pour le cinéma indien, hein, franchement. Ouais. Très belle année. Ouais. Alors moi aussi, quand même, dans cette année, j'ai quand même le cinéma japonais qui est en bonne position, parce que 2 des films que j'ai préférés cette année sont des films japonais. C'est Shin Kamen Rider de Hideaki Anno, moi je suis un grand fan d'Hideaki Anno, et il m'a pas déçu. C'est pas forcément mon préféré de sa grande trilogie, quadrilogie si on compte les Evangelion, mais je les place différemment. Pas parce que c'est de l'animation, mais parce qu'à la base, ils partent d'une création de Hideaki Anno, hein. C'est lui qui crée Evangelion et qui le reboot, avec sa quadrilogie. Mais, la trilogie Shin Godzilla, Shin Ultraman, Shin Kamen Rider, vraiment, top. Dommage de ne pas avoir vu ça sur le grand écran. J'avais réussi à voir Shin Ultraman et Shin Godzilla sur le grand écran. Celui-là, on l'aura eu que sur Prime, mais une très belle surprise. Un tokusatsu complètement revisité et pourtant très respectueux et qui a compris son sujet, qui a compris d'où il venait et quelle était sa référence et comment la manier en 2023 dans un film avec quand même de grandes ambitions esthétiques et visuelles. Et puis bien sûr Godzilla Minus One, qui est le nouveau Godzilla pour les 70 ans et qui était vraiment pas mal. Moi j'ai vraiment aimé, je compte aller le revoir là, vu que maintenant il est ressorti hier. Ouais. Alors Godzilla Minus One, les gars, je pense que vous l'avez tous vu, vous l'avez vu. On l'a vu ensemble. Vous avez quoi à dire dessus? On l'a vu en 4DX, je sais plus dans quelle salle, et tu t'es endormi. Tu t'es endormi d'ailleurs. sur un siège qui bougeait. C'est quand même fou. Ah là là, ouais. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que il y a beaucoup, ça alterne beaucoup ces séquences de très dramatiques et puis des séquences de surgissement d'attaque. Donc, comme on l'a vu en 4DX, quand le monstre survient et tout, ça secoue, hein, si vous avez compris le concept. Et puis, les moments plus posés, forcément, ça peut poser un homme un peu fatigué aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça super, mais ça m'a un peu sorti du film, le côté 4DX, parce que, en fait, les scènes dramatiques sont tellement intenses, ils sont tellement bien que, en fait, quand il y a le surgissement avec le siège qui bouge, ça te sort un peu de la vision, parce que ça te décale un peu le regard, ta tête bouge, en fait, et du coup, par exemple, je trouve que la 4DX, moi, j'avais vu Dragon Ball Broly à Hong Kong en 2019, je sais plus, en 4DX, et là, c'était super, parce que c'était un film qui était très moyen d'un point de vue dramatique et au niveau de la réal. Ouais, toi, tu dirais rien. Merde. Non, c'était génial. D'un point de vue de l'action, c'était absolument magnifique. Oui. Et vraiment, la 4DX, elle a tout son sens. Et par contre, c'est vrai que pour Godzilla Minus One, c'était plus compliqué parce qu'il y avait vraiment un gros côté film catastrophe, mais avec des gros moments de drame. Et du coup, ça crée un décalage assez monstrueux, justement.
En fait. Mais c'était un super film, moi j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est un film qui est, dans son message, que j'ai trouvé très beau. Il est rempli de vie, rempli d'envie de vivre justement, et on voit le Japon qui tente de se reconstruire après la guerre. Et je trouve les personnages vraiment bien. Ils sont tous humains, très attachants, et on sort un peu de la figure héroïque. Là, on nous présente le personnage principal comme au départ quelqu'un de lâche qui fuit le danger et qui réapprend à se pardonner à lui-même, à trouver plus ou moins une famille, et entrecoupé bien évidemment des scènes de destruction de Godzilla qui sont magnifiques. Il y a 2 scènes qui m'ont vraiment interpellé. Moi, c'est la scène où il détruit la ville avec le thème musical original du film du premier Godzilla, qui est vraiment très très intense. Au niveau de la mise en scène, c'est assez percutant parce qu'on est vraiment à hauteur d'homme, et on voit l'impact et la grandeur de la menace de Godzilla. Et la scène où il poursuit un bateau dans l'eau et où les personnages essayent de le neutraliser, mais bien évidemment ils peuvent rien faire. Et quand on voit ce qu'un film comme Godzilla Minus One arrivait à faire avec un budget très réduit, je crois que c'est à peu près 15 millions de dollars, c'est assez bluffant. Les effets spéciaux sont vraiment très bons, et voilà, tu te poses des questions sur le budget de certaines autres productions, quoi. En fait, gros film, quoi. Ouais, en fait, c'est que finalement, c'est des films, comme tu dis, qui, en raison de leur budget et de leurs intentions visuelles, c'est-à-dire proposer vraiment un gros spectacle digne des blockbusters à 300 millions là, et ben ils misent tout sur le storyboard, quoi. C'est des films, ça se voit, qui sont archi storyboardés, et où il y a une science plus même que du montage. Alors il y a bien entendu une science du montage qui est là, je vais pas là, mais c'est une science du cadrage, ça veut dire une science du money shot, quoi, qui va te rester dans la rétine. Enfin, il y en a plusieurs, et dans toutes les séquences, voilà, d'action qu'il y a. Moi, je pense à l'action, je pense à la séquence où t'as cet avion qui lutte contre Godzilla, là, ce kamikaze là qui est dans l'avion et qui lutte contre Godzilla. Il y a des plans, mais qui sont voilà, quoi, qui marquent, et c'est vraiment ça, hein, c'est appuyé sur le plan. C'est un peu réalisé à la japonaise, c'est-à-dire souvent aussi comme un animé aussi, hein, c'est-à-dire on conçoit le plan avant toute chose, c'est le plan, la belle image, l'image marquante, la composition. Voilà, ce plan qui est resté en mémoire et qui traîne partout maintenant, et qui est devenu presque un mème sur Internet, avec ce petit bateau et ce Godzilla gigantesque derrière. Enfin, on voit toute la composition des plans, et je pense que le plus gros travail, bien entendu, ça enlève rien à l'effet des VFX, des SFX, excusez-moi, à l'effet qui sont franchement superbes. Alors moi, j'aurais un petit bémol sur les SFX dont je parlerai juste après, mais je pense que ouais, l'efficacité de Godzilla Minus One, elle tient surtout à cet art du plan. J'ai un plan là en tête du Godzilla qui est en vert et gris là dans la scène finale, et qu'on voit en gros là qui est complètement menaçant, qui est complètement furieux, hein, lorsque, tu sais, vous savez, il y a les bateaux qui l'entourent là, pour lui tendre un piège à la fin. Enfin voilà, il y a des plans complètement dingues. On a une très belle reconstitution historique aussi, hein, visuellement ça marche, on s'y croit, on est vraiment immergé dans l'époque. Le travail sur les costumes est superbe. Alors, pas seulement le costume de Godzilla, parce que c'est pas un costume, c'est de la motion capture, mais sur les costumes des gens, quoi, on est vraiment dans l'époque, c'est une belle reconstitution. Ouais, c'est sûr que pour 15 millions de dollars, c'est fantastique. Après, moi, voilà, quand même, je vois tout le monde crier au chef-d'œuvre. Je pense que c'est un très très bon blockbuster. Il est dans mon top 10 de l'année, c'est sans aucun doute. C'est un très très bon blockbuster. De là à en faire un chef-d'œuvre, je le trouve quand même trop générique pour ça. C'est-à-dire que ça ressemble quand même à un blockbuster lambda, quoi. Il y a pas une ambition de se démarquer. C'est plus de la production actuelle. C'est plus une ambition de s'y coller, hein. De dire à nous la Godzilla, nous la Toho, on peut faire des Godzilla qui ressemblent à ce qu'on peut avoir dans le Monster Universe de Legendary, au niveau SFX et au niveau trame. Je trouve que la trame et l'écriture des personnages suit des cadenas très hollywoodiens en fait. Donc là-dessus, ça se démarque moins. C'est pour ça, moi, par exemple, que je lui préférerais quand même Shin Godzilla, qui par son esthétique,
par son utilisation des effets spéciaux, par son propos, par son inventivité, est quand même beaucoup plus poussé finalement dans ses intentions, beaucoup plus audacieux que ne l'est Godzilla Minus One, qui reste un très très bon film, hein, d'accord. Mais je trouve quand même que ça reste un blockbuster, un très bon blockbuster que j'ai adoré voir, mais qui n'est finalement que ça. J'ai pas, je sais qu'il y en a plein qui se pâment devant le message du film. Ouais, il y a une reconstitution. Oui, on parle de l'après-guerre, de ce qu'ont fait les Japonais après la guerre, de la repentance japonaise. On n'y insiste quand même pas trop, hein. Le Japon dans les années 30 et 40, c'est quand même quelque chose au niveau horreur. C'est pas vrai, on n'en fait pas le bilan dans ce film-là. C'est pas parce qu'on parle de kamikaze, on n'explique pas bien pourquoi, on n'explique pas bien ce que c'est, on n'explique pas bien l'idéologie qui les a poussés à faire ça. Donc on va pas, excusez-moi, mais c'est quand même pas non plus un pamphlet politique, hein, Godzilla Minus One, et c'est pas fait pour l'être. Oui, justement, c'est ça qui est bien, je trouve. Mais ce que je regretterais moi vraiment plus, mais c'est un truc de vieux gars qui adore le tokusatsu, bah, c'est que finalement le tokusatsu japonais, en prenant cette direction artistique-là, perd peu à peu ce qui fait sa spécificité visuelle, hein, et esthétique. Bah, moi, j'aime bien quand il y a de la suitmation, quand il y a des mecs dans des costumes, j'aime bien quand il y a des maquettes, j'aime bien tout ça. Et quand même, pour moi, Godzilla, qui est quand même une licence phare du tokusatsu, c'est ça avant tout. Et on avait déjà autre chose, mais on était quand même avec des gens qui étaient très imprégnés par le tokusatsu avec Shinji Higuchi et Hideaki Anno. On avait déjà une autre proposition, mais qui restait quand même visuellement dans les bornes de ce genre, que je retrouve moins là. Là, vraiment, on a une espèce d'uniformisation des effets spéciaux qui sont plus du tout du tokusatsu, qui sont des effets spéciaux comme ceux qui se font à Hollywood. Alors, c'est très beau, c'est très bien fait. Moi, personnellement, j'ai peur de perdre quand même un peu cette spécificité au fil du temps dans le tokusatsu. Moi, je vais juste dire un mot sur le film parce que je comprends tout à fait, hein, parce que de toute façon, Paul a beaucoup plus de connaissances en termes de tokusatsu et cinéma japonais que moi. Moi, j'ai vraiment parlé du film en termes de vraiment d'émotion et de ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu. C'est vrai que j'ai vu quand même pas mal de films japonais, j'ai vu pas mal de tokusatsu, je connais un peu, mais quand même moins que toi. Et moi, je préfère celui-là à Shin Godzilla, mais pas pour des raisons purement artistiques. C'est-à-dire que ça va plus me toucher au niveau de ce que ça raconte. Tu vois, le Shin Godzilla, moi je le trouve très bon, hein, c'est un très bon film, mais le côté bureaucratique, tout ça, et moi en fait, contrairement à toi peut-être, moi plus j'avance en fait et plus je vieillis, moins je m'intéresse aux films politiques. Et justement, je trouve que ce côté, ce que j'ai beaucoup aimé dans Godzilla Minus One, c'est justement le côté où tu remets l'humain avant. J'ai beaucoup aimé ce truc-là, et de plus en plus en fait, plus je vieillis et plus c'est des thèmes qui m'intéressent. Et moi qui en plus c'était le thème du patriotisme, tout ça c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me touche particulièrement, et le devoir envers son pays, tout ça c'est des choses qui m'ont intéressé, et jusqu'où t'es prêt à aller pour défendre tout ça. Donc c'est très personnel en fait, hein, ce que je dis au niveau du thème et au niveau du style et au niveau de l'époque où ça se situe, etc. Ça va peut-être plus être ma cam, et ça va peut-être plus me parler. Mais effectivement, je vois peut-être pas forcément tout ce que toi tu vois, parce que t'es vraiment après, mais voilà, c'est plus mon ressenti personnel. Disons que c'est vraiment un film que j'ai bien pris, parce que j'ai trouvé très cool le cœur très humain. J'aime pas le mot humaniste, mais le cœur très humain, et justement d'aller au-delà de la politique, au-delà du devoir envers ton pays, etc. Des choses auxquelles j'ai moi-même peut-être cru un jour, et justement le fait de ramener ça vers l'humain et de faire un truc moins politique, ça m'a beaucoup plus intéressé. Mais encore une fois, voilà, c'est très très personnel, hein, c'est vraiment. Ouais, après justement, moi j'ai pas. Alors je dis pas que t'as raison sur ce que tu dis sur le message du film, mais je pense que finalement il est traité de manière. Je répète, j'aime beaucoup ce film. Là, je dis juste les quelques critiques que j'ai à faire dessus. Je pense qu'il est quand même, c'est pas une question d'être politique ou pas, c'est une question de. Moi, je pense que Shin Godzilla,
parle mieux de l'humain et de l'humain uni face à une catastrophe. Alors il y a une critique politique, mais il y en a une aussi dans Godzilla Minus One. En tout cas, une critique, un retour sur l'histoire du Japon et de son histoire politique justement. Dans Shin Godzilla, c'est de toute façon la trilogie des Shin de Hideaki Anno, c'est l'humain. On a Godzilla, c'est que fait l'humain face à une catastrophe, face à une bureaucratie qui est devenue inhumaine, hein. Comment on se retrouve en tant qu'humain là-dedans, comment on gagne en tant qu'humain là-dedans. On a ensuite un Shin Ultraman qui nous pose la question, c'est quoi être un humain? Est-ce qu'un extraterrestre peut être un humain en adoptant les valeurs des humains? Est-ce que c'est possible ça, que quelqu'un qui vient d'une autre planète, donc un étranger en fait, puisse devenir autre chose que ce qu'il est en adoptant dans son cœur et dans ses valeurs un peuple qui est là, les humains. Et puis on a Shin Kamen Rider qui pose à peu près la même question dans une façon un peu plus torturée parce que le Rider lui est un mutant et qui pose la question de l'humain. Je veux dire, c'est un truc qui questionne tout le temps Hideaki Anno, et je pense que c'est d'ailleurs la question centrale de cette trilogie, hein. Qu'est-ce que c'est qu'être un humain? Et je trouve qu'il le fait quand même de façon beaucoup plus approfondie et beaucoup plus belle que ce film qui, pour moi, est et doit rester un grand divertissement. Alors pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que les gens essaient d'en faire autre chose qu'un grand divertissement. Je vois beaucoup de commentaires qui se pâment devant le message que ce film aurait. Franchement, n'importe quel blockbuster américain a le même genre de message, quoi. Je veux dire. Oui, mais si tu veux, c'était pas à ce niveau-là en fait. C'est pas dans ce que racontent les Shin, la trilogie. Je l'ai pas ressenti, si tu veux ça. Je le vois, mais je le ressens pas forcément. Tu vois, c'est très froid, très bureaucratique, très machin, et le côté humain qui ressort, je le vois. Tu sais, j'avais même vu on avait vu Shin Ultraman ensemble, qui était très bien. Mais disons, alors je te dis, c'est peut-être une question aussi de, tu vois, je connais peut-être moins le réal, je connais peut-être moins le truc, et j'arrive pas forcément à percevoir, et j'aime moins le style. Mais disons que d'un point de vue organique et d'un point de vue du substrat, j'étais beaucoup plus touché. Mais encore une fois, ça c'est un truc perso, donc tu vois, je peux pas. Ça s'explique pas, c'est du ressenti. Après, effectivement, j'ai pas analysé le film. Vraiment, Minus One, je l'ai vraiment pris dans la gueule. Je l'ai pas analysé et la fin m'a coupé le souffle. La toute fin. Après, mais il y avait j'ai trouvé que c'était plus humain au niveau du substrat, tu vois, au niveau de c'est très difficile à expliquer en fait, mais au niveau, c'est plus une question de ressenti en fait. C'est justement le côté peut-être un peu, j'ai trouvé très froid le côté des Chines de tous d'ailleurs, et dans lesquels j'ai pas forcément réussi à rentrer. Alors que là, immédiatement, j'y suis rentré. Mais peut-être que, effectivement, c'est le côté peut-être plus blockbuster et de raconter un drame au cœur d'un blockbuster, peut-être qui m'a fait rentrer plus facilement. J'en sais rien. Oui, c'est sûr que l'approche de Anno, alors l'approche de Anno et la bureaucratie dans Shin Godzilla, justement, elle montre l'enfermement de ces gens-là, hein. D'ailleurs, ils sont toujours enfermés dans leur cadre, ils sont toujours coupés. Le cadre est tellement petit qu'on voit pas leur tête, ils sont enfermés dans le cadre, ils sont cachés derrière un ordi, cachés derrière une imprimante, cachés derrière une chaise. Enfin, ils sont toujours derrière quelque chose. Et ce film nous montre que l'être humain, il est enfermé par l'image et par le propos dans sa bureaucratie. Enfin, je veux dire, il y a toute une approche, il y a tout un discours et par l'image et par la mise en scène qui est à des années-lumière pour moi, hein, au niveau de la maîtrise. De la mise en scène et de la maîtrise cinématographique, qui a des années-lumière de ce qu'on peut voir dans Godzilla Minus One, qui est pour moi un très très bon blockbuster, un très très bon divertissement que je vais retourner voir, mais qui est pas vraiment autre chose que ça. Et bon, alors, pour le mot de la fin, parce que je vais pas parler de Godzilla Minus One tout le temps, je l'ai vu avec Fabien Moreau, que j'embrasse, qu'on embrasse tous d'ailleurs. On embrasse. Je lui ai dit donc le film se termine, et puis je lui ai dit un peu ce que j'en ai pensé, et il me dit revois-le une deuxième fois. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le revoir une deuxième fois, et puis je réévaluerai peut-être mes critiques, mais voilà, pour l'instant mais ça reste quand même un très bon film, et c'est super cool d'avoir un Godzilla sur grand écran. C'est très rare en France. On espère qu'il y aura pas mal de projections
parce que c'est quand même les 70 ans de Godzilla, donc allô la Cinémathèque, allô qui vous voulez, une petite rétrospective Godzilla, ça serait pas de refus. Et puis voilà. Bon, c'est un de mes films de l'année quand même. Hein. Ouais, après moi, Paul, pour te dire, tu vas peut-être me jeter des bûches, mais mon Godzilla préféré, c'est Final Wars. Donc, si tu veux, tu vas peut-être J'adore Final Wars, mais il est très moi, fréquent. Il y en a qui l'aiment pas. Moi, donc, j'adore. Je suis pas un puriste, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais moi, j'adore Ryuichi Tamura, ce qu'il a fait avec. Pourtant, c'est pas forcément un réalisateur dont j'apprécie tous les films. Mais là, il est parti dans un délire. Il faut le prendre comme un gros délire. Un gros truc pulp, complètement cinglé, et moi j'accepte la proposition. Je le regarde pas de la même façon que je regarderais un Shin Godzilla, ou alors un Godzilla de Ichiro Honda en 54. Hein. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a plein de versions, il y a plein de traumatismes différents. C'est ce qui est super beau dans cette franchise, comme je le regarderai pas comme sûrement un de mes Godzilla préférés, c'est le JMK de Kaneko, qui est magnifique, qui est d'une beauté au niveau des SFX qui sont là du tokusatsu traditionnel fantastique, et que j'adore pour ça, parce que chaque Godzilla, alors il y a eu des sacrés daubes, hein, mais chaque Godzilla a sa proposition finalement. Les grands maîtres qui se sont occupés de ce personnage, quand ils s'en sont occupés chacun à leur manière. Kitamura à sa manière, Kaneko à sa manière, Anno à sa manière. Godzilla Minus One, il reste parmi les très 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 bons Godzilla. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, c'est juste que voilà, et les quelques bémols que j'avais à mettre, c'était cela. Ça ne veut pas dire que le film, j'ai pas pris plaisir à le voir. Ça ne veut pas dire que je l'ai pas aimé, et ça ne veut pas dire que j'irai pas le revoir. Ouais, je vais aller me le refaire moi aussi, mais sans siège qui bouge. Je serai plus dedans comme ça. Ouais, faut en profiter. Il est en salle jusqu'au 31 janvier, je crois. Donc on a 2 semaines d'exploitation. Ouais, on va aller voir ça. Il faut soutenir les films comme ça, si vous voulez. Si vous voulez plus de films asiatiques, si vous voulez que ça sorte, regardez, il avait programmé que 2 jours, le 7 et 8 décembre. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande. S'ils voient qu'il y a une demande, les gens, et s'ils voient que les gens viennent en salle, à ce qui paraît, là, pour l'instant, les chiffres sont bons, hein, pour Godzilla Minus One. On aura d'autres trucs. Donc, faut aller voir ces films, faut soutenir ces films-là. Alors, j'ai un autre film aussi dont j'aimerais bien parler avec vous, et ça, c'est un sujet qui va forcément nous intéresser, qui rentre aussi très bien dans le cadre du Raging Fire Club. C'est que cette année, on a quand même eu droit à un film de John Woo. Exactement. Bon, sur des plateformes, pas au cinéma, mais on a quand même eu droit à un John Woo. Et Silent Night, donc. Alors, il y a plein de gens qui... bon, je vais donner mon avis tout de suite. Vas-y. Il y a plein de gens qui crient quelle horreur, mais qu'est-ce que c'est nul. Alors, franchement, ils abusent. Silent Night, c'est pas un mauvais film. C'est pas un des meilleurs John Woo. C'est un film qui a plein de défauts. De là à dire que c'est une sombre merde, je trouve que ça allait vite en besogne, personnellement. Je suis d'accord avec toi. Moi, effectivement, c'est pas le meilleur film de John Woo, bien évidemment. Mais je trouve qu'il s'inscrit bien dans sa filmographie. On retrouve des thèmes qui sont chers à John Woo, le thème de la rédemption. Là, pour resituer l'histoire brièvement, qui est très simple, c'est un père de famille dont l'enfant est tué sous ses yeux. Ils sont pris au milieu d'une fusillade, d'une guerre de gang. Il perd la voix parce qu'il est blessé. Il prend une balle dans la gorge et il va passer une année à s'entraîner, à crier vengeance, et il va se lancer, prendre les armes et exterminer tout un gang à lui seul. Alors forcément, oui, le scénario et comment même il a été vendu, parce que sur l'affiche, je crois que c'est marqué par les producteurs de John Wick. Voilà, donc forcément, tu t'attends un peu à ce style d'action. Et je trouve que John Woo, il a toujours sa patte, hein, bien entendu. Bon, au niveau réalisation, c'est pas son meilleur film. Même dans le propos, ça reste quand même assez simple. Mais je trouve qu'on retrouve bien sa touche. Il y a des scènes qui sont, moi, qui m'ont vraiment plu, qui sont plutôt marquantes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le héros, qui est interprété par Joel Kinnaman, c'est un mec ordinaire à qui il arrive un drame et qui perd pour moi son âme en même temps que son fils, qui devient juste obsédé par une chose, la vengeance. Il n'arrive plus à communiquer avec sa femme. Et pour rebondir sur le concept du film, qui est un film quasiment sans aucun dialogue,
ça souligne cet état de fait. Je crois qu'il lui envoie juste, il répond 2-3 fois un texto, mais il n'arrive plus à communiquer de par sa blessure et de par son état mental qui se fissure petit à petit. On voit que c'est un mec ordinaire, on voit qu'il galère, qu'il a besoin de s'entraîner et que même en s'entraînant, il est hésitant, il prend les armes, il va affronter des tueurs, des hommes de main, mais à chaque fois on sent qu'il est en danger, on voit qu'il a peur. Je trouve qu'il a bien, c'est pas un acteur que j'ai vu dans beaucoup de trucs, Joel Kinnaman, mais je trouve il s'est bien approprié le personnage. Après, pour parler des scènes d'action, on est bien loin des fusillades de Hardboiled ou autres, mais il y a quand même des idées intéressantes. Il y a à un moment donné une baston dans une maison, je crois que c'est même dans la maison du héros, que j'ai trouvé bien, et surtout comment elle est amenée, parce que comme je l'ai dit, le personnage, c'est un mec ordinaire, il galère, il commet des erreurs, et notamment ce qui va amener à la baston, c'est qu'il va laisser un couteau, je crois, près du mec qui retient l'otage. Forcément, le mec va s'en emparer, lui sauter dessus. C'est plusieurs petites idées comme ça qui montrent que c'est un homme ordinaire qui fait des erreurs. On n'est pas du tout dans le héros invincible à la John Wick, qui je trouve beaucoup moins intéressant personnellement, quoi. Ouais, alors moi pareil. C'est un film. J'essaye d'arriver, j'y arrive pas, hein, mais j'essaye de me décentrer en fait, de me dire et si c'était pas John Woo qui avait fait ce film-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en dirais, tu vois? Et je sais pas ce que j'en dirais, justement, ça m'énerve. Mais le problème, c'est que c'est John Woo qui l'a fait, tu vois. Et que quand même, je trouve, alors moi, voilà, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées de transition, il y avait quelques bonnes idées dans l'action. Je suis d'accord avec toi, la scène, là, dans la maison, la bagarre au couteau et tout, je pense que c'est la scène la mieux réalisée du film. Ouais, je pense aussi. Qui est très efficace. Je suis moins fan de soi-disant son nouveau plan séquence après Hardboiled dans les escaliers, qui est très artificiel et qui rend pas du tout de la même chose. En fait, finalement, le problème que je reproche à ce film-là au niveau de l'action, c'est d'être quand même très générique. On a cette teinte, moi que j'appelle à la coréenne, hein, on a des teintes bleues et vertes là partout. Donc moi ça me saoule. C'est donc dans la forme, c'est très très générique. Ça ressemble à pas mal de choses qu'on a vues. Ça ressemble à du John Wick, pas dans l'action même, hein, parce que c'est pas le même style d'action et c'est pas outrancier de la même manière en tout cas. Mais ça reste. Ouais, ça reste une patine comme ça, très américaine. Bon, après, moi, John Woo, je suis en pamoison depuis 30 ans sur les mêmes films. Et j'avoue que moi, à part les Trois Royaumes, sa période américaine, bof, quoi, tu vois. C'est des bons, il y a des trucs sympas, hein. Mais moi, Volte-Face, Broken Arrow, quel chef-d'œuvre. Le Manette, franchement, c'est pas un de ses pires, hein. Non, c'est clair. C'est pas un de ses pires, hein. Il y a des trucs sympas dans Broken Arrow, comme dans son Mission Impossible. Mais bon, je vais dire, voilà, ça fait longtemps que le John Woo qu'on connaissait. Et puis là, alors on a eu un sursaut d'orgueil avec les Trois Royaumes qui est magnifique. Et The Crushing, moi, j'ai trouvé ça très bien aussi. Le drame un peu, l'espèce de Titanic chinois qui relie le continent à Taïwan, là, qu'il avait fait, qui a pas du tout marché en Chine et que Tsoyar qui a un petit peu fini et tout ça. Il a pas marché, mais il est très très bien. Tu sais quoi, je l'ai même pas vu, donc je te le conseille, mais c'est quand même un drame, quoi. Mais donc dans ce film-là, il y a ça qui va pas du tout. Enfin, pas du tout, non, j'abuse. Qui va pas. Enfin voilà, moi je m'attendais à quelque chose de plus inventif au niveau de la mise en scène. Je pensais que John Woo, ça avait conscience qu'on l'attendait un peu parce qu'on est des gros fans. Faire du John Woo, et finalement il fait pas vraiment du John Woo. C'est pas parce que tu nous fais un long plan séquence dans des escaliers que c'est du John Woo. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est le concept. C'est-à-dire Silent Night, un film complètement muet. Bah, franchement, il aurait juste fait le mec qui parle pas. Bah, ça reste Silent Night. Lui, il peut pas parler, tu vois. Mais il y a des scènes qui fonctionnent pas. Il y a des scènes, qui sont trop forcées. Scène où il est en train de chialer avec sa nana qui elle parle, hein. Qui a pas perdu la voix et qui le prend dans ses bras et qui lui dit pas un mot, ça fonctionne pas parce qu'il a encore des oreilles, il a une ouïe, il a pas perdu l'ouïe, d'accord. Ces personnes qui sont dans la même maison et cette femme qui est au bout de sa vie, qui voit son mari partir en couille et qui n'arrive que à lui renvoyer des SMS sans jamais un moment aller lui gueuler à la figure qu'il part en cacahuète, mais ça fonctionne pas.
Ça fonctionne pas. Ce moment interminable où ils sont dans la voiture, où ils décochent pas un mot. Alors lui, il peut pas décocher un mot, mais elle peut. Enfin, je veux dire, il aurait dû s'en tenir à un concept où lui, il peut pas parler. Enfin, je veux dire, quand il va avec le flic là, qui est joué par Kid Cudi là à la fin, et qu'ils se retrouvent tous les deux à se faire des clins d'œil. Ouais, je suis avec toi. Ouais, t'inquiète. Enfin, c'est ridicule. Ouais, c'est vrai, ça marche pas. Mais justement, en fait, ce qui est bizarre dans ce truc, c'est que moi, je pense qu'il veut refaire du John Woo et c'est ça le problème, mais tout en le mettant dans un moule très actuel. Et moi, j'ai toujours eu un problème à titre personnel avec les réalisateurs hongkongais qui sont partis aux États-Unis. J'ai jamais retrouvé leurs vibes, leurs pattes dans pratiquement aucun film, mis à part, et je cite toujours celui-là. On va me dire que je me répète, mais le Cœur Kong de The Big Hit, qui est un film que j'adore parce que justement, je trouve il a réussi ce que n'arrive pas à faire John Woo pour Silent Night, c'est-à-dire à mettre le substrat hongkongais au niveau des changements de ton, de rythme, d'action, de ce côté décalé, mais en même temps très ancré dans du cinéma américain, parce que The Big Hit, c'est très américain, mais en même temps très hongkongais dans sa manière au niveau c'est vraiment un hongkongais qui s'est dit, je vais mettre notre spécificité, mais au service de ce cinéma qui est américain. Alors que dans Silent Night, je vois cette tentative, reparler de la figure du héros, justement, t'as cité le flic, la dualité, le flic, et le mec un peu marginal et tout, mais ça fonctionne pas. Et je vois vraiment le réalisateur hongkongais qui peine à insuffler ce cinéma à l'intérieur d'un truc complètement sclérosé, complètement fermé. Et moi, personnellement, je vais parler un petit peu de mon ressenti, mais je me suis fait chier. Je suis pas rentré dedans du tout. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, avec vous, c'est pas un mauvais film. Techniquement, il y a plein de trucs qui fonctionnent. C'est quand même John Woo, donc c'est encore un des plus grands réalisateurs vivants, donc forcément il reste des choses. Mais moi, par exemple, le Vigilant Movie, qui est même la thématique du Vigilant Movie, qui est quelque chose qui me transperce de questionnements, d'émotions, de plein de choses, en mettant à la place des protagonistes, etc. Même ça, je l'ai pas ressenti. Et je trouve que le fait de trop conceptualiser ce genre, je vais reparler de mon terme là, tu sais que j'utilise souvent Paul, le terme le côté sec. Je trouve que le Vigilant, ça doit être sec parce que c'est quelque chose de très brut, c'est quelque chose de très direct. Tu perds un être cher et t'as envie de dézinguer la moitié parce que c'est invivable en fait, c'est insurmontable. Et le fait de ramener du concept là-dedans et de ramener en fait ce truc de à tout prix faire un personnage tu rentres pas au cœur du récit. Enfin moi personnellement, parce que je vois l'artifice, j'ai pas la sécheresse de un film nettement moins réalisé comme Death Sentence par exemple, je sais plus qui c'est qui avait fait Death Sentence. J'avais trouvé ça plus brut. Ouais, c'est ça, beaucoup plus brut. Même si c'est pas de la grande réalisation, mais c'est ça justement, je trouve, le Vigilant. Donc moi j'étais super content, mais j'ai pas retrouvé ce truc-là au niveau émotionnel. Mais moi, je trouve ça logique qu'on rentre pas dedans parce que déjà, on a quand même presque 1 heure de film où on est dans sa descente aux enfers et on rentre avec lui dans sa dépression et ça peut pas fonctionner parce qu'il y a tout cet ensemble de scènes qui nous montrent que ce truc, il est complètement artificiel. Oui, déjà, oui. Et que ça sonne pas vrai. Sa relation avec sa femme, elle sonne pas vraie. Exactement. Parce que elle dit pas un mot. Moi, je vais dire, je suis désolé, toi demain ou moi demain ou n'importe qui devient muet et qu'on a une femme à la maison et qu'on est en train de faire n'importe quoi, elle va venir nous parler. Elle va pas nous envoyer des messages alors qu'elle est dans la pièce à côté. Oui. Et justement, c'est la limite de l'exercice conceptuel. Donc, c'est très limite et il aurait pas dû du tout s'enfermer dans un truc comme ça ou alors le tourner complètement autrement. Et ça aurait dû, s'il avait fait, et moi c'est ce que je m'attendais au départ à avoir quand on avait les teasings, il fait un film muet d'action, je pensais qu'il allait faire 1h30 d'action quasiment sans parole. Je veux dire, il y a des films qui sont conçus comme ça. Moi, je pense au Mad Max Fury Road de George Miller, qui c'est 2 heures d'action. Tu pourrais couper les paroles, tu comprendrais tout et tu kifferais tout autant. Ouais, c'est vrai. Parce que ce film-là était finalement conceptualisé pour être un film quasiment sans parole. D'accord. Je pense pas que là John Woo a réussi son pari. Il s'est enfermé dans un espèce de truc. Il a voulu faire du drama, du mélodrame qui est dans l'ADN de John Woo, mais il a voulu faire du drama sans que les gens s'expriment. Il montre toute la limite de l'exercice avec ce film-là. Et alors pareil au niveau de l'action, moi faut arrêter un petit peu aussi. Ça, j'en ai marre d'entendre ça. Parce que ça m'a fait penser quand t'as dit oui, il a marqué par les producteurs de John Wick. Oui, John Woo, l'enfant de John Wick, mais
Excusez-moi, non, mais même, je veux dire, si vous voulez trouver un papa à John Wick, c'est Corey Yun. C'est pas John Woo. Je veux dire que John Wick, c'est du gun-fu. Je sais qu'il y a des gens qui aiment John Wick ne connaissent pas forcément Corey Yun, d'ailleurs. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on assimile tout ça. Je veux dire, John Woo a une manière, en tout cas le grand John Woo, tel que quand on parle de John Woo, hein, donc on parle de la période Film Workshop ou Hard Boiled et Une balle dans la tête, hein, cette période-là, c'est un truc opératique. C'est quelque chose qui utilise des ralentis complètement. Voilà, c'est le truc le pathos à son paroxysme. C'est ça les scènes d'action de John Woo. Le côté opératique, romantique, héroïque, chevaleresque, je le ressens pas à une seule fois. Et le problème, en fait, c'est que je trouve ça assez pathétique, en fait. Moi, à titre personnel, je trouve ça très pathétique qu'ils veulent à tout prix revenir en Occident, en fait. Ça, c'est un peu la limite. C'est un peu la limite de John Woo pour moi. Ouais, mais parce que je trouve qu'il arrive pas chez nous. Tu vois, dans John Wick, t'as des mecs qui font du kung-fu, ou en tout cas des arts martiaux, si tu veux, qui se mettent des coups en même temps qu'ils se tirent dessus. John Woo a jamais fait ça. Donc, je comprends pas, à un moment donné, la parenté qu'on fait, quelle parenté lie John Woo à John Wick, à part qu'ils s'appellent tous les deux John et qu'il y a un W au début de leur nom de famille. Je vois pas. Tu me parles de Corey Yun et du gun-fu, là, je vois l'affiliation. Bien que Corey Yun est, pour moi, beaucoup plus que ça. 100 km au-dessus de Chad Stahelski, hein, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, la parenté, elle est beaucoup plus là. Et encore une fois, on nous parle de John Wick et on compare ce film à John Wick. Je ne comprends pas pourquoi les gens comparent John Woo à John Wick. Alors, il y a peut-être un épisode que j'ai raté, mais moi, je comprends pas. Ouais, mais c'est la comparaison facile, je pense. Ils voient des gunfights un peu stylés, voilà, ils font le rapprochement, mais c'est bien plus que ça. Non, moi, j'ai trouvé ça globalement assez. En fait, je trouve ça assez pathétique qu'ils reviennent à tout prix, qu'il aille à tout prix en Occident. Je trouvais qu'il avait pris il avait pris un beau départ là, comme tous ses collègues qui sont retournés en Chine continentale, qui font des bien meilleurs films artistiquement. On peut leur reprocher des choses à plein de points de vue, mais je veux dire, il a fait Les Trois Royaumes, il a enchaîné sur The Crossing, bon certes qui a pas marché, et après il a voulu revenir à son genre qui était l'Heroic Bloodshed dans un mode de production de Chine continentale qui s'y prête plus trop aujourd'hui. Je trouve que c'est très difficile de faire ça avec la teinte, avec la teinte des productions, avec les caméras utilisées, je trouve ça vraiment, je trouve que ça colle pas, et le fait qu'ils se mettent à refaire du John Woo alors qu'ils prenaient une direction vraiment plus naturelle et plus vraiment en retournant en Chine, je trouvais ça plus logique, et j'aurais voulu qu'ils continuent là-dedans. Et le fait qu'ils reviennent à tout prix en Occident et particulièrement en Amérique, je trouve ça pathétique. Et en plus, le fait que les Américains lui proposent un DTV, c'est vraiment, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. C'est incompréhensible en fait. Le fait qu'ils lui proposent un DTV, je comprends pas. C'est quand même l'un des plus grands réalisateurs vivants. Et je comprends même pas que les Américains lui donnent pas du budget. C'est un truc qui me dépasse complètement. Alors peut-être que j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, les trucs comme ça. Mais vraiment, ça me dépasse, quoi. C'est vraiment un réalisateur important, quoi. Ouais, moi, je pense que quand même, après, il y a quand même des considérations pour John Woo, hein. Le fait qu'il soit parti de Hong Kong parmi les premiers, il est parti très très tôt de Hong Kong. Le fait qu'il soit revenu vite fait en Chine continentale, qu'il ait fait 2 films et qu'il soit parti. Je pense qu'il y a aussi pas mal de considérations politiques qui expliquent ce retour aux États-Unis, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui se plaît pas sous le régime chinois. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui joue, plus que des considérations artistiques, parce que de toute façon, le mode de production aujourd'hui hollywoodien, bon là c'est une plateforme, alors peut-être que ça marche un peu différemment, mais le mode de production hollywoodien te laisse pas plus libre, alors dans d'autres domaines, hein, mais te laisse finalement pas plus libre artistiquement que le régime chinois. Je trouve qu'artistiquement le régime chinois te laisse plus d'espace, lui laisse plus d'espace, moins de l'autre côté, mais plus d'espace. Il t'en laisse moins sur ton expression, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais tout dépend ce que tu veux. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, ça va plus être le cinéma et l'art, et puis du coup, moi, je vais moins. Après, j'ai des théories à la mort moelleux que je vous le dis, hein, mais je pense pas que c'est une question forcément. Je pense pas que c'est une question artistique. Je pense simplement qu'ils préfèrent vivre aux États-Unis.
Oui, après, il y a quand même le côté, c'est vrai, là où John Woo, il est fasciné par l'Occident. Il est fasciné par l'Occident. Il était quand même l'un des premiers à vouloir se barrer quand il y a eu la rétrocession. Je pense que c'est quelqu'un qui a une peur bleue du régime de Pékin et qui aime pas vivre là-bas, quoi. C'est tout. Bon, après, on en pense qu'on veut, mais en tout cas, c'est le cas. En plus, c'est un catholique. Il est plutôt, oui, mais je vois, il a pas ce côté socialiste que peut avoir Tsoyark. Tsoyark arrive très bien à manœuvrer avec tout ça. C'est pas les mêmes gars, ils ont pas exactement les mêmes opinions, ils défendent pas exactement les mêmes valeurs. Ça les empêche pas d'avoir fait des chefs-d'œuvre ensemble. Quel chef-d'œuvre. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses hors cinéma qui jouent sur le fait que John Woo soit reparti aux États-Unis. Bien sûr. Donc, mais le fait qu'il lui propose ça, si tu veux, ça me perturbe un peu. Après c'était un petit casse-croûte, un petit hors d'œuvre avant The Killer, hein, alors. C'est pareil, alors ça je sais pas. Moi, étrangement, il y a déjà le The Killer de Fincher qui m'a déçu. J'espère que le The Killer de John Woo le fera pas, mais bon, j'ai pas grand espoir. Ouais. Moi, étrangement, j'attends peut-être un peu plus The Killer que ce que j'attendais de Silent Night. Parce que je me dis, s'il a enfin pu concrétiser son envie de faire un polar à la française, entre guillemets, pour rendre hommage à ses influences Melville et tout ça, je me dis que ça peut peut-être donner quelque chose de bon. Après, comme beaucoup, je suis très méfiant vis-à-vis du casting. Voilà, quoi. Mais moi, je suis méfiant surtout vis-à-vis du fait qu'on est d'accord, c'est pas un film français. C'est un film américain tourné en France. Oui, compris, hein, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Donc, j'aurais préféré, qu'en fait, justement, ça m'aurait beaucoup plus intéressé que John Woo franchisse le pas de faire un vrai film français. Pour le coup, ça m'aurait beaucoup plus intéressé. Mais parce que le mode de production est différent. Et il va vraiment là où un cinéma qu'il a aimé, parce que John Woo c'était vraiment un fan de cinéma français hardcore, même pas au niveau du polar, hein, au niveau du Jacques Demy, la comédie musicale, les comédies françaises. Enfin, c'était un amoureux de la France, pas que de l'Occident, vraiment la France avait une grande place dans son amour de cinéphile. Donc ça aurait été intéressant. Malgré, comme tu l'as dit, le casting. Après, moi, je sais même plus qui c'est qui joue dedans, à part Omar Sy. Je me rappelle. Nathalie Emmanuel, là, qui. Je connais pas ces gens. Je connais pas. Elle joue dans Game of Thrones, moi, ça. J'ai aucun avis sur ça. Après, il y en a un qui a peur du casting, l'autre qui a peur des Américains. Moi, sérieusement, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai peur de John Woo, tout simplement. C'est peut-être toi qui as raison. Hein. Je pense peut-être qu'on a tous un peu raison. Ouais. Je pense que le gars déjà il est vieux, il est fatigué. Je pense qu'il délègue beaucoup parce qu'il est vieux et fatigué, et que forcément quand tu délègues beaucoup, t'as plus exactement la même mainmise sur tes projets, quoi. Et moi j'ai surtout peur de lui, quoi. Je pense qu'il est fatigué. Voilà. Alors franchement j'espère vraiment me tromper et avoir un super film. On verra bien. J'avoue que j'étais déjà dubitatif au départ, et après avoir vu Silent Night, qui est pas une déception mais une semi-déception, hein, je suis encore plus dubitatif sur The Killer. Après, moi j'attends tellement rien que du coup je pourrais qu'être agréablement surpris. Oui, moi aussi, hein, j'attends ça, mais ça fait quand même des années que j'attends plus grand chose de John Woo. Parce que, comme je vous ai dit, moi, sa période américaine, elle m'a pas enchanté plus que ça. Je sais qu'il y en a qui se roulent par terre devant Volte-Face. Moi, Volte-Face, je l'ai revu sur grand écran. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Je l'ai revu cette année sur grand écran. D'ailleurs, une séance présentée par Sébastien Lecoq, pour lui redire bonjour encore une fois. Et voilà, quoi. C'est un film, déjà, il était pas ouf à l'époque, mais alors là, il a pris une tarte. Qu'est-ce qu'il a vieilli, ce film? Je l'ai pas revu, je t'avoue. Vous savez que quand il est sorti, j'avais 13 ans. Ouais. Et je crois qu'il était sorti à quelques jours de mon anniversaire en septembre. J'avais été le voir 4 fois au cinéma. Je trouvais que c'était incroyable. Mais à 16 ans, c'est normal. Moi aussi, je l'ai vu. 13 ans. Ouais, je l'ai vu dans ces eaux-là. Peut-être j'étais un tout petit peu plus vieux que toi. Mais je me rappelle que ça n'a jamais été un truc de fou, quoi. Moi, je m'étais déjà mangé les hard-boiled, les The Killer et tout. Et j'avais vu ça, je dis, ah ouais, d'accord. Ouais, bien sûr. Alors, j'avais pas trouvé ça naze.
mais j'avais pas trouvé ça fantastique. Et franchement, j'avoue qu'à la réévaluation, là, quand je l'ai vu là, c'était quand même, franchement, c'était compliqué. Mais après, en fait, moi, je comprends vraiment j'essaie de me mettre vraiment du côté des gens qui vénèrent, tu sais, la partie américaine des Hongkongais ou les films d'arts martiaux américains. Parce qu'en fait, je pense qu'il y avait vraiment une question de regard et de perception. Moi, comme vous, je pense qu'à partir du moment où tu tombes vraiment tôt sur le cinéma de Hong Kong, que tu arrives à capter les films, à en voir plein, et qu'en fait, ça devient presque naturel. Quand tu passes de Hong Kong aux États-Unis, forcément, tu as un regard différent de l'inverse. Et du coup, je comprends les gens qui s'intéressent. Moi, ça me paraît dingue, mais par exemple, il y a des gens que je connais, ils n'ont vu que les films américains de Jackie Chan. Et ils trouvent ça formidable, quoi. Mais vraiment. Et en fait, parce que je me fous pas d'eux, en fait. Simplement, j'essaie de comprendre le niveau. Je le dis, mais parce qu'ils n'ont pas vu tout ce qu'il y avait avant. Et moi, ayant vu ce qu'il y a avant, c'est comme les gens qui vénèrent John Wick. Moi, je lui ai fait un deuxième trou de balle, je sais plus quel podcast là où on avait parlé de ça. Moi, je l'avais détesté, le John Wick 4 là. Mais en même temps, je comprends les gens qui ont été baignés là-dedans et le regard qu'ils ont. Je peux comprendre que voilà. C'est juste, j'ai envie de les réveiller, de leur dire, il y a 50 ans de cinéma hongkongais avant. Enfin, c'est parfois très compliqué, en fait. C'est le problème de perception. Là. Ouais, John Wick 4, on avait tous vu ensemble. Hein. Ouais, c'était cette année, enfin l'année dernière. Une soirée sympa. Non, moi, les John Wick 4, c'est pas des films que j'aime pas. C'est des films que je prends pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire, je les vois une fois, je me marre bien. Il y a des trucs sympas, il y a 3-4 bonnes idées, et puis ça bastonne. Et puis tu les regardes une fois et tu les oublies. Moi, je regarde les John Wick un peu comme je regarderais un Marvel, quoi. Mais du coup, les Marvel, j'arrive même plus à les regarder, hein, depuis un an ou deux, là, j'y arrive plus du tout. Mais les John Wick, c'est comme ça que je les prends. Donc, finalement, ils glissent, tu vois, mais bon, après, les gens qui pensent que c'est, le top du top de l'action, oui, voilà, c'est ça. Quand c'est des gens, qui n'ont pas forcément une culture cinématographique, et qui regardent ça comme ils regardent autre chose, bah, tant mieux, franchement, s'ils kiffent, tant mieux. Moi, j'adore quand les gens aiment des films. Voilà, moi, t'aimes un film, tant mieux. C'est cool. Après, quand c'est des gens qui ont un autre bagage et qui me sortent que John Wick, c'est le fin du fin, j'avoue que là, j'ai du mal à comprendre. Après, bon, moi, ça, c'est ma vision des choses. Mais voilà, je les prends pour ce qu'ils sont. C'est pas des films que j'aime pas, les John Wick. Je trouve ça très fun, très marrant. Mais voilà, quoi, ça s'arrête là, quoi. Ouais, pas mieux, hein, franchement. Je me refais souvent les scènes d'action du 3, qui est pour moi le meilleur. C'est le film que je préfère dans les 4. Mais moi, j'aime bien dans John Wick, finalement, plus que les scènes d'action, j'aime bien la construction complètement comics de tout cet univers mafieux, façon bande dessinée, avec la table, les machins. Je trouve ça pas mal, je trouve ça sympa, je trouve ça cool. Cet hôtel qui a le rendez-vous des gangsters. C'est marrant, quoi. C'est à l'extrême. Finalement, c'est des films qui se prennent pas au sérieux et qu'on prend au sérieux. Et je pense que c'est ça je pense que c'est ça le grand problème de cette saga, c'est qu'il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Et c'est sérieux dans rien. Alors, dans l'action, c'est une ressucée de plein de choses qu'on a vues déjà. Alors, bien entendu, du cinéma hongkongais. Moi, je pense, je le dis encore une fois, beaucoup plus, et qui est beaucoup plus les influences de Stahelski sont beaucoup plus à aller chercher chez des Corey Wood, chez des Tony Liu, que chez un John Woo. Et puis après, voilà, c'est un gros burger bien gras que tu vas manger, que t'aimes manger, et puis que tu oublies dès que tu l'as fini. Et ça s'arrête là. Et je pense pas que ces films-là, à la base, ont une autre prétention. Alors, ils ont une prétention de faire plein de fric parce que ça marche, mais artistiquement, ils ont pas d'autre prétention que ça. Et les gens leur prêtent des prétentions que je pense que les films eux-mêmes n'ont pas. C'est pas faux. Bah, ils ont été un peu, je pense, dépassés. Vu le succès du premier, ils ont essayé d'agrandir le truc, et de film en film, c'est ça, ils agrandissent l'univers et jusqu'à ce que ça soit grand guignolesque, à la limite. Franchement, après, moi, voilà, je veux dire, ils font un spin-off sur le personnage de Donnie Yen, je prends. Ah ouais, carrément. C'est sûr. Ouais, bah écoutez, tant que j'en profite, parce qu'on parlait de cinéma français avec John Woo, avec The Killer, est-ce que les Français... alors, j'allais te dire, ouais, mais non, mais les Français, de toute façon, avant qu'ils s'investissent dans ce genre de film, tu pourras attendre. Et je me suis ravisé très vite, parce que quand même, cette année, on a eu quand même quelques trucs au niveau des films de genre en France, on a eu quand même des trucs très sympas.
Et c'est rare que je dise ça du cinéma français, qui est un cinéma dont je suis resté très loin pendant très longtemps. Sûrement à tort, hein. Je suis passé sûrement à côté de plein de choses très bien. Mais franchement, cette année, Mars Express, moi j'ai adoré, et dans mon top 10 aussi. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Non, moi j'ai pas vu Mars Express. C'est super. En plus, quand je suis allé voir Godzilla, là, j'étais voir Godzilla samedi dernier au Club de l'Étoile, il y avait Jérémy Perrin, le réalisateur de Mars Express dans la salle. Alors, je n'ai pas osé aller lui parler parce que je suis timide, en fait. Mais ça m'a fait déjà tout drôle d'être dans la même salle que lui. Donc, ça veut dire que le film m'avait plu, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé Vermine aussi. Ouais, Vermine est très sympa. Ouais, qu'on a vu ensemble. C'est cool. Et qui montre que finalement, en France, alors avec peu de moyens, avec des moyens, pas les moyens d'un blockbuster hollywoodien en tout cas, je sais pas combien elle a coûté, mais je pense pas que c'était le budget d'un blockbuster hollywoodien. On arrive à faire des séries B qui se prennent pas la tête, qui sont super bien ficelées, qui sont prenantes. Qui n'ont pas d'autres prétentions. Alors bon, il y a quelques sous-textes, quelques messages un peu politiques derrière. Ça aborde, bien entendu, ça aborde la banlieue, les violences policières, un petit peu tout ça, mais c'est surtout un film très fun. Franchement, j'ai passé un très bon moment aussi devant Vermine. Alors, comme je l'ai dit sûrement à tort, mais c'est quand même une des rares années où j'ai des films français qui m'ont vraiment plu et que je suis vraiment que j'oublie pas et à laquelle je repense. Et je pense surtout à Mars Express qui me vraiment je pense que c'est un film qui va rester. Je pense que vraiment c'est un film qui va rester et je pense que c'est un film qui va avoir une longue vie après l'exploitation, quoi. Je pense que c'est un film qui est vraiment destiné à faire date. C'est vraiment un sacré morceau de science-fiction. C'est un très beau morceau d'animation. Pour les gens qui n'ont pas vu, je conseille vraiment Mars Express. Ouais, je vais essayer de rattraper ça parce que tu donnes bien envie, ouais, effectivement. Moi, il y a toutes les références que j'aime. Hein. C'est du cyberpunk, t'as du Ghost in the Shell, t'as du Akira, mais ça m'a fait penser au Maître du Temps, un autre dessin animé français qui était vachement bien. Enfin, t'as du Moebius. Non, c'est toute une flopée de références que moi j'adore. T'as du Dune même sur certaines choses. Enfin voilà quoi. Et tout ça sans que ça fasse patchwork, quoi. C'est vraiment un univers super cohérent avec une histoire qui est finalement un gros film noir, tu vois. Non, franchement, Mars Express, vraiment une très très belle réussite 2023. Moi, il est dans mon top, à côté de Godzilla Minus One, de Léo, de Jawan, de Shin Kamen Rider et de Giga Thunder Double X, bien entendu. Ça a été une très belle année de cinéma. Comme souvent. Ouais, c'est vrai que globalement, français et même ailleurs, ça a été très cool, ouais. Même le cinéma chinois, il y avait quand même. Alors c'est pas sorti chez nous, mais il y a eu le dernier Jackie Chan, la Raiden, moi que j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours pas vu, moi. Et puis La Guerre des Dieux qui est sorti chez nous, là, le gros film chinois. Le film animé là. Le film animé que j'ai trouvé mortel, mais en termes de spectacle et de peinture, quoi. Hein. Peut-être pas forcément en termes de. Moi, je vais voir des wuxiapian fantastiques, surtout dans l'animation. J'aime bien parce que c'est des trucs dont on est arrivé dans le cinéma de Hong Kong et ils avaient 4 pauvres néons avec 4 projecteurs et ça nous frustrait un peu. Quand tu regardes Zoo, c'est peut-être le maximum que tu peux avoir à l'époque des années 80. Et puis quand tu regardes Legend of Zoo, t'en as un peu plus, mais les effets spéciaux sont un peu claqués. Puis à partir de 2010, il y a eu les Journey to the West de Stephen Chow et Tsui Hark. Il y a eu tous ces gros blockbusters de wuxiapian mythologiques chinois qui sont arrivés. Les détectives dits, mais je pense aussi notamment au Nodja. Moi, Nodja que j'ai vu 5 fois en Chine en 2019, quand que j'ai adoré, qui était Et je trouve que dans l'animation, en fait, les Chinois, ils arrivent à insuffler peut-être plus en ce moment que dans le live, parce que ils ont pas encore, techniquement au niveau des effets spéciaux, c'est pas encore dingue. J'ai pas encore vu le Seigneur des Anneaux version wuxiapian là chinois, mais je l'attends. Mais je trouve que dans l'animation, il y a des trucs vraiment mortels. Hein. Les Nadja Reborn, qui est une autre adaptation du héros, La Guerre des Dieux, c'est Yang Jian. Alors lui, c'est plus, si vous le connaissez, Dragon Ball, c'était le personnage qui a un peu inspiré Tenshinhan, le personnage avec l'œil au milieu comme ça, c'est lui. C'est plein de personnages mythologiques
de la mythologie chinoise qui sont adaptés. Ils ont évidemment des Sun Wukong, donc le roi singe, hein, et tout ça, quoi. Ils en font plein. Et moi, je trouve ça très intéressant ce qu'ils font à ce niveau-là, au niveau de l'animation. J'ai hâte que ça prenne et que ça sorte un peu, parce que sur grand écran, sur petit écran déjà c'est cool, mais alors sur grand écran ça fait la diff. Et moi, je les vois vraiment en termes de spectacle. Parce que c'est pas des héros avec lesquels j'ai grandi. Moi, je suis pas chinois, c'est pas mes héros, c'est pas Hercule, c'est pas Ulysse, j'aimerais bien voir des films comme ça en France ou en Europe aussi. J'aimerais bien revoir des péplums mythologiques grecs ou ce genre de trucs. Mais ça, je pense qu'on les aura pas. Mais déjà, les Chinois nous donnent ça. Mais je suis très cool. Par exemple, en Inde, c'est un truc qu'ils font pas encore, que j'ai pas encore vu. Ce côté la mythologie indienne à l'écran, je l'ai pas encore trop vu. Et en Chine, par contre, ils le font beaucoup, ça. Et ça, c'est très chouette, moi, je trouve. Et c'est très rare que ça. Alors, si vous l'avez vu, voilà, en France, c'est sorti cet été de manière un peu confidentielle. J'ai eu la chance d'aller le voir, mais c'était assez génial. Ça a été une des grandes claques, là, au niveau du cinéma chinois cette année. Ouais, alors, franchement, l'animation chinoise, c'est franchement, ils sont dangereux. On en parlera d'ailleurs un jour. Ils sont très très dangereux. Je pense que les Japonais ont vraiment du mouron à se faire, parce que moi je pense à une série comme Fog Hill of Five Elements, hein, qui est une production de Chine continentale, qui a un espèce de wuxia fantastique, mais c'est fou, c'est complètement fou. C'est du Choi Arc en dessin animé. Et c'est non franchement, je pense à celui-là, à ce titre-là, parce que c'est un titre vraiment qui m'a pété la tête. C'est une petite série, c'est une mini-série qui court sur 2-3 saisons, qui est trouvable. Je pense qu'on peut regarder ça sur YouTube, peut-être même. Hein. Ça s'appelle Fog Hill of Five Elements, et c'est fantastique. Non, les Chinois, ils sont. Alors moi j'aime bien parce que c'est un peu de la 2D, tu vois. Moi, ils sont beaucoup dans l'animation très 3D, hein, comme on a eu avec The Green Snake. Ouais. Alors là, justement, moi, la Guerre des Dieux, tout ça que je te parlais, c'est plus de la 3D. C'est plus de la voilà. 3D, alors moi, j'accroche un peu moins, même si je regarde et que je peux prendre du plaisir à ça. J'accroche un peu moins, mais même dans de l'animation un peu plus traditionnelle, ils sont complètement fous. Je veux dire, au niveau du montage, au niveau du découpage des scènes d'action, mais franchement, même les gros animés japonais de la période, genre Jujutsu Kaisen, comment ça s'appelle, Demon Slayer, des choses comme ça, Chainsaw Man, qui sont très bien techniquement. Hein. Franchement, la deuxième saison de Jujutsu Kaisen, c'est quelque chose. Le Chainsaw Man, c'était quelque chose. Mais là, qu'est-ce que c'est inventif, qu'est-ce que visuellement ça apporte du nouveau. Non, les Chinois, il va falloir vraiment, je pense, dans les années à venir, vraiment au niveau de l'animation, il va falloir les attendre au tournant, parce qu'ils sont très dangereux. Alors moi, j'aime bien quand ils sortent un peu de la 3D. Ils sont un peu trop accrochés à la 3D à mon goût, mais vraiment, il y a des sacrés talents. Je vous conseille vraiment à tous, ceux qui nous écoutent comme à vous, Fog Hill of Five Elements. Franchement, faut voir ce truc-là, c'est dingue. Mais là, en 3D, il y a un truc très intéressant qui va sortir chez nous sur grand écran l'année prochaine, c'est le Royaume des Abysses. J'allais en parler, ouais. Ouais, vas-y, Joe, qui a l'air mortel visuellement, là, qui est pas un film, c'est pas forcément de l'action, là, c'est plus de la fantaisie, peut-être, je dirais. Mais ça a l'air complètement dingue visuellement, et c'est de la 3D. Bon, moi, je suis plus, j'en ai pas vraiment vu des trucs d'animation en 2D. Comme toi, Paul, moi c'est plus quand je parlais de ça, je parlais vraiment des trucs en 3D, mais ça a l'air très cool aussi. J'ai vu des images de ça, de ce dont tu parles là déjà. Alors je te dis en 2D, c'est possible. Enfin en dessiné quoi. Ouais, en dessiné, tu vois. C'est possible que ce soit numérique. Hein. C'est numérique. Hein. Je pense que c'est numérique. Mais j'ai pas assez fouillé. Et en fait, il y a image de synthèse. Et puis, voilà, ça fait pas image de synthèse. Mais moi, je trouve que de toute façon, les Chinois à ce niveau-là, ils ont prouvé quand même. Qu'ils avaient franchement plus rien à envier à personne au niveau SFX quand ils veulent le faire. Je pense à un film comme The Wandering Earth 2 là, et même le 1 d'ailleurs. Hein, le 1 était déjà lourd. Hein. Niveau SFX, c'est bon quoi. Je veux dire,
Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est quand même des mecs de Nouvelle-Zélande qui avaient bossé sur. D'accord. Ah, c'est quoi? C'est les Weta qui ont. J'avais lu ça quelque part, je pense à l'époque, parce que c'est des films. J'adore le premier, j'aime pas forcément le 2. Je me rappelle avoir vu ça. Mais, ouais, je crois que c'est Weta. Ouais. Moi, c'est pas des films qui m'ont fait me rouler par terre, hein, mais je me rappelle que je me disais putain, la facture visuelle au niveau des SFX, c'est quand même costaud. Hein. Bah, Wandering Earth, le premier, c'est mon plus grand film chinois du continent de tous les temps. Je le dis, je le dis je dis, c'est mon film chinois absolu. Le deuxième, j'ai été du coup tellement déçu, tu vois, par rapport à mon amour du premier. Ouais, j'ai adoré le premier. Justement, cette peinture de la représentation des héros dans un délire beaucoup plus collectiviste, beaucoup moins. J'ai énormément aimé. Et j'avais vu ça sur grand écran en Chine, etc. à l'époque. Donc voilà. Mais oui, il me semble que c'était Weta qui avait bossé dessus. Mais je suis pas sûr. J'avais lu ça à l'époque, je crois. Ok, d'accord. Bon bah, ceci explique cela, peut-être. Après voilà, après ça. Plus grand film chinois de tous les temps. Tu comptes les Choi Ark? Non, alors là, je te parle vraiment de la période chinoise. Comment dire, chinoise, or, si tu veux, pas liée à un cinéaste hongkongais. Okay. Pas du tout lié, parce que moi, j'adore les Journey to the West, tous les Stephen Chow, les Tsui Hark, les machins. Je te parle vraiment des trucs 100% de Chine continentale, faits par des Chinois continentaux, pour la Chine continentale, malgré qu'il y ait Wu Jing, qui est un acteur chinois, mais qui a fait toute sa carrière à Hong Kong, et qui a Mantat qui jouait dans Wandering Earth. Il n'y a pas de Hongkongais dans le processus créatif de Wandering Earth une seule seconde. Je te parle vraiment des trucs 100% chinois dans le domaine de l'animation Nodja et Wandering Earth dans le domaine du film live. Je crois que c'est ce que j'ai vu de mieux. Et puis je l'ai vu sur grand écran, donc peut-être aussi ça change ma perception aussi. Après, les Chinois, ils nous ont prouvé que même avec des petits budgets, via leur DTV qu'ils mettent sur leur plateforme, là, on a quand même des choses qui sont plus que correctes, voire très bonnes. Et ça dans tous les genres. Moi, je pense à Blind Sword, au niveau Wuxia, qui est franchement un très très bon film qui est sorti cette année, avec un CMU magistral. Je pense à The Hidden Fox, qui est superbe. Je pense à tous les Chris Huo dont on vous a parlé dans l'émission, alors peut-être pas de 2023, hein, mais des films récents. Je pense à tous les Chris Huo dont on vous a parlé qui sont franchement géniaux. Je pense alors bon, c'est relié à un directeur hongkongais, mais je pense à tous les Armanio qu'on a eu ces derniers temps, qui étaient franchement au niveau polar, qui étaient franchement sympathiques. Les Chinois, ils sont en forme, mais ils sont dans un marché tellement qu'entre eux, qu'ils ont tellement rien à foutre du reste du monde qu'ils proposent même pas leur truc ailleurs, qu'ils essayent même pas de le sortir finalement hors des frontières de Chine. Hein. Et c'est un peu dommage parce que c'est des films qui pourraient tenir la dragée haute à plein de trucs qui se font aujourd'hui et qui sont beaucoup moins bien, quoi. Il commence à l'aborder d'après ce que je vois en interne et ce que ma femme me dit il commence à comprendre qu'en tout cas leurs films se vendent pas ou il commence un peu à aborder le sujet. Donc peut-être on verra ça dans 10 ans, mais... Je veux dire, pendant un moment, bon, les DTV, à part un ou deux qui ressortaient du lot, c'était quand même des machines à produire de la soupe, quoi. Pendant des années, franchement, c'est quand même plus le cas. On a quand même des trucs très bien ficelés aujourd'hui. Alors on n'a pas que ça, on a une flopée de merde aussi qui sort, hein, mais on a quand même des trucs qui sont vraiment des très bonnes séries B, voire plus. Pour moi, Blind Sword, c'est plus qu'une très bonne série B, par exemple. D'ailleurs, on a eu un micro teaser de Blind Sword 2 là qui sort cette année. Alors avec les suites et les 2 des Chinois, je me méfie. Hein. Non, mais c'est toujours avec CMU, toujours avec le même personnage. Et... D'accord. J'attends ça. Celui-là, il était quand même, je parle aux éditeurs, si vous arrivez à regarder, à trouver Blind Sword avec CMU qui est sorti cette année. C'est un Wuxia Pian, finalement aux accents très japonisants au niveau de la photo et de l'ambiance. C'est un sacré morceau. Moi, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à regarder ce film-là. Beaucoup de films je dis beaucoup. Plusieurs films de mon top, c'est des DTV. Top 3, c'est des DTV. Il y a eu vraiment de très 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 bonnes choses. Et... Le Red to the Lethal Zone là, des Armagnac, qui était très costaud. Ouais.
Comme ça, ouais, j'en ai tellement bouffé moi aussi cette année que j'ai du mal à. On a eu, toujours avec Semu, on a eu Noreft Police Story. Là. Ouais. Fight Against Evil. Ouais, exactement. Ouais, celui-là était très bien aussi. Non, des polars très costauds. Et bon, on aimerait bien que, ça serait sympa que ces films-là puissent arriver ou sur des plateformes ou en Blu-ray. Enfin, je veux dire, c'est des films qui peuvent franchement fonctionner ici, quoi. Parce que personnellement, je trouve ça mieux, plus inventif, plus péchu que la plupart des actionnaires qu'on nous sert là, qu'on nous balance aujourd'hui en Occident. C'est clair. Il leur faut juste plus de visibilité, en fait. Ouais. Il faut qu'il y ait une volonté politique de part et d'autre. Une volonté aussi, ouais. Voilà. Après, ils sont tellement autosuffisants, ils sont tellement nombreux qu'ils en ont. Ouais, ils en ont un peu rien à carrer. Ouais. Mais ils commencent à voir que les gens commencent à s'intéresser. Donc, s'il y a un billet à faire, ils peuvent s'intéresser. Tu vois ce que je veux dire. Donc, ils commencent à y penser. Puis surtout qu'en plus, les films, la différence entre les films indiens et les films chinois, c'est que par exemple, il y a des distributeurs qui sortent des films indiens en France et notamment à Paris où il y a une grosse communauté et où les Indiens vont voir leurs films alors que les Chinois vont pas forcément voir leurs films. Ils n'ont pas la même approche du cinéma déjà de base. Et puis en plus les films les intéressent pas plus. Par exemple, il y a pas longtemps, avec Joe, on a fait une rétrospective Wong Kar-wai là. On a fait 2 films de Wong Kar-wai là, Les Anges déchus et Shining Express. On les a vus à la suite à la Filmothèque. Du quartier latin et il y avait beaucoup de Chinois dans la salle. Il y avait énormément de Chinois, plutôt des étudiants. Vous voyez un peu le genre étudiant chinois qui venait d'étudier un peu à Paris, plutôt jeune. Mais il y avait vraiment de tout. Moi, j'ai un peu l'oreille. Il y avait du cantonais, il y avait du taïwanais, il y avait de la Chine. Il y avait un peu de tous les Chinois de toutes les longitudes qui étaient là dans la salle et je sens qu'ils ont un petit peu plus envie de voir ce type de film-là, parce qu'ils sont souvent abreuvés de films patriotiques et de films justement que moi j'adore, par exemple. Moi, pour avoir ces conversations avec ma femme, elle, ça la gave profondément. Ce type de film, elle veut plus voir du coup des films un peu indépendants, un peu d'auteurs, qui explorent un peu d'autres choses, parce que eux, ça les gave un peu. Donc, dès qu'ils voient un film hongkongais un peu ancien ou un Wong Kar-wai, machin, ils vont beaucoup plus aller vers ça. De ce que je vois, en tout cas, de ce que je vois un peu parmi les amis que j'ai de la communauté chinoise à Paris et tout, ils sont très fans de ce type de truc, quoi. Dès que tu leur parles de Wu Jing, ils sont complètement, ils sursautent, ils disent non, mais c'est bon, ça ne les intéresse pas. Ils sont abreuvés de ça et pour eux, artistiquement, ça s'exprime pas, donc ça les intéresse pas plus que ça. Donc, voilà. Bon, après, je trouve quand même qu'il y a la distribution. Moi, on a eu une petite exploitation, merci Eurozoom, de Sacra cette année. Qui est un film qui a plein de soucis, qui a plein de défauts, qui a plein de problèmes et qui est magistral dans d'autres côtés, surtout au niveau de l'action, mais que je peux comprendre qu'un public occidental accroche pas vraiment parce que l'histoire est trop décousue, le scénario est trop foutraque pour qu'un occidental qui est pas habitué à ce genre de cinéma puisse vraiment accrocher, même si les scènes d'action sont quand même très spectaculaires. Mais moi, je trouve ça quand même fou que le Full Driver de Zhang Yimou ait pas été distribué. Mais on l'a pas eu sur grand écran, ce film-là. Ouais, je sais pas si c'est d'actualité, mais Zhang Yimou, il me semblait que ces films passaient sur grand écran. On a eu Tigre et Dragon. Non, qu'est-ce que je dis on a eu Hero, on a eu les Poignards volants, La Cité interdite. La Cité interdite. On a même eu le film à la Coupe des États-Unis là. Les films de Zhang Yimou qui sortaient, Shadows a eu une petite exploitation. Maintenant, même Zhang Yimou n'est plus distribué en France. Donc c'est quand même spécial comme situation. Ouais, ça intéresse pas grand monde, ni d'un côté ni de l'autre, visiblement, quoi. Full Driver qui est pas mal du tout. Alors c'est pas le meilleur Zhang Yimou, mais qui est pas mal du tout. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas piffrer Zhang Yimou. C'est pas mon cas. Moi, j'aime beaucoup Zhang Yimou. Je t'avoue, je suis pas un grand fan non plus. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup. Sans être, je suis pas spécialement. J'aime beaucoup de plaisir à le voir. Je trouve que c'est un cinéma toujours très léché, toujours très esthétique. Moi, j'ai adoré son Shadows, par exemple. Et le Full Driver est très bien aussi, sans être non plus le chef-d'œuvre du siècle. Mais c'est un film qui aurait mérité, vu la stature de l'auteur et vu ses succès précédents, qui aurait quand même mérité une exploitation en salle. Alors je sais pas ce qui bloque, je sais pas pourquoi, mais ça m'a paru très bizarre qu'un film de Zhang Yimou n'ait même pas dans aucune salle à Paris, quoi, par exemple. Alors peut-être qu'il y a eu 1 ou 2 projections, j'en sais rien, je suis pas au courant, mais
J'ai pas trop suivi la distribution, mais ouais, j'en ai pas entendu parler plus que ça, effectivement. On a quand même eu une année 2003 riche en films. 2023. Et puis 2023. J'aimerais bien être en 2023. Ça remonte dans le temps. Ah ouais, c'est clair. Je serais jeune. Moi, je suis content là. Je veux pas qu'on y retourne. C'est bien, moi là maintenant. Non, mais par contre, en 2023, il y a eu aussi d'autres choses qui sont sorties, notamment des livres. Hein, le livre d'Arnaud. Voilà, on en a parlé. Et puis il y a eu aussi un livre d'un camarade qui est là ce soir avec nous, qui est quand même un petit peu le pilier de l'émission et qui a sorti son livre. Je croyais que tu allais parler du Ringo de Sébastien. On va en reparler. Oui, mais alors il est sorti l'année d'avant, lui, non? C'est 2022? Il me semble, je sais plus. Ouais, alors moi, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux nous dire un mot quand même? Parce que bon. Oui, je peux vous dire un mot. Alors moi, j'ai sorti un livre cette année, alors pas sur le cinéma hongkongais, mais sur l'animation japonaise, mais qui est dans un sens très lié au cinéma hongkongais, puisque j'ai sorti un livre sur Hokuto no Ken, Ken le survivant, avec mon frérot Guillaume Lopez chez Ferd d'édition. Le livre est toujours disponible. C'est un livre, un livre d'analyse autour du manga et des animés d'Hokuto no Ken. Donc, quelles sont les influences d'Hokuto no Ken? On verra donc justement que je parle quand même pas mal de cinéma hongkongais quand je parle des influences d'Hokuto no Ken, mais pas que de cinéma hongkongais. Quels sont ses grands thèmes? Quels sont ses sous-textes? Comment il a été fait? Qui sont ses auteurs? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qui ils sont? Enfin voilà quoi. Donc ouais, ça a été une année un peu spéciale pour moi parce que j'ai sorti mon premier livre. Il faudrait d'ailleurs que je me remette un peu à écrire des articles. J'ai écrit des articles pour Animeland, pour Darkside Reviews, pour Mag Movies and Game, que ce soit en cinéma japonais, que ce soit en cinéma hongkongais, que ce soit en animation. C'est vrai que j'ai pas écrit depuis quelques mois, à part pour Animeland. Mais je vais m'y remettre. C'est une activité que j'aime beaucoup, mais qui prend beaucoup de temps, surtout si on veut la faire bien. Et oui, ça a été une année marquante pour moi parce que ce bouquin est sorti, voilà, Hokuto no Ken chez Ferd d'édition. Au plaisir de vous entendre, d'avoir votre avis dessus si un jour vous le lisez. Voilà. Mais ouais, il y a eu des beaux livres, hein, notamment celui-là, je sais pas s'il est beau, mais il est là. Et puis on a le Choi Arc, et puis on a le Ringo de Arnaud et de Sébastien. Ça fait plaisir d'avoir aussi des livres sur d'autres cinémas que les Sempiternels, Nolan, Villeneuve, ou un 120e livre sur Spielberg ou Carpenter. C'est bien qu'on a aussi des trucs sur Choi. Je sais pas que les autres sont pas bien. Hein, c'est cool un livre sur Spielberg. Non, il y a une demande et il y a un appel quoi. Mais moi je suis intéressé. Mais voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des nouvelles d'un cinéma autre. On a eu aussi la réédition d'ailleurs de Kaiju et Envahisseur de Fabien Moreau. Oui. Cette année chez Aardvark. Alors c'est une bible, il pèse 12 kilos le livre tellement que c'est gros. C'est beau, c'est gros. Il y a plein de trucs dedans. Ça parle que de tokusatsu. C'est génial. Voilà, donc il y a eu quelques sorties de bouquins sympas, ouais, c'est vrai. Et voilà. Et puis toi, Joe, t'as quoi t'es toujours quels sont vos projets là pour l'année prochaine? Vous allez vous mettre un petit peu. Moi je pense qu'avec le Raging Fire Club, on va déjà péter le million parce que c'est sûr. Avec les vues qu'on fait, je pense qu'on va avoir un sacré gros sponsor qui va nous approcher. Ouais, c'est clair. Ça c'est sûr et certain, mais il était inutile de le dire. Ça coule. Moi j'ai déjà commandé ma Lambo, les gars, je vous le dis. C'est ça. Mais à part ça, mes projets à moi, c'est d'écrire. Et puis ça, c'est plus l'écriture, ouais. Et puis des podcasts avec vous. Ouais, moi j'écris. Alors j'ai rien publié vraiment sérieusement. Alors moi, ça serait pas du tout sur le cinéma. Moi, j'écris des œuvres de fiction, d'horreur, science-fiction, post-apocalyptique. Je suis toujours en train de peaufiner. Ça fait des années que je suis dessus. Et je sais pas si ça sortira vraiment cette année. J'espère tout faire en tout cas. Mais c'est vrai que écrire, c'est un sacré boulot. Mais j'espère, je me suis fixé comme objectif. Alors, me connaissant, je pense pas que je vais réussir à le tenir, mais j'aimerais bien sortir un roman par an, mais en auto-édition évidemment via Amazon. Donc, j'espère pouvoir annoncer quelque chose pour la fin d'année. Donc, pour l'instant, je travaille là-dessus tranquillement. Et continuer à me faire plaisir, déjà avec vous, au sein du podcast évidemment, puis continuer à parler cinéma sur ma chaîne, sur la chaîne des autres, voilà. Me faire plaisir avant tout, c'est le mot clé. Voilà. Ça, on est sûr que ce te fera plaisir et on est sûr que ce sera
super intéressant. En tout cas, moi, j'en suis sûr. Et toi, Max? Alors moi, comparé à mes deux acolytes, je n'aime pas écrire du tout. Hein. Je vous avoue que moi, l'écriture, c'est vraiment un truc que j'avais écrit un petit fascicule comme ça à une époque où je revenais un peu sur mes aventures hongkongaises. Non, c'est pas un fascicule. Il y avait 3 pages, il y avait plus d'images. Tu avec le cœur, très humain. Moi, je t'ai souvent dit ce que j'en pensais. Je l'ai dévoré en une après-midi. J'ai eu beaucoup d'émotions. Arrête de sous-estimer, mec. Non, mais disons que j'avais des choses à sortir qui venaient du cœur et que c'était facile parce que je parlais de ma vie, de moi, etc. Disons que tu étais confiné surtout. Hein. Et on était confinés en 2020, c'était l'été 2020, c'était un enfer. C'était avant de vous rejoindre, c'était avant 2021, tout ça. Et c'est vrai que c'était soit ça, soit je déprimais, donc j'ai décidé d'écrire un petit livre. Je reviens sur mes aventures. Alors c'est plus dispo à la vente, hein, c'est vraiment un petit truc que j'ai balancé sur ma chaîne. Maintenant c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Mais disons que voilà, moi c'est un truc que j'ai écrit très rapidement, tout seul, sans forcément de plan. Et ça m'est venu vraiment, je l'ai pratiquement écrit en même pas une semaine. Hein, ce truc, ça m'est tellement venu facilement. C'était tellement emmagasiné dans ma mémoire et dans mon cœur que c'est vraiment. Alors par contre, ce que font mes camarades, écrire des analyses de films, des romans. Moi, j'écrivais beaucoup à un certain âge. J'écris plus depuis des années. J'écrivais des scénarios, des trucs comme ça. J'en écris plus du tout et j'ai perdu l'habitude d'écrire. Donc, vous ne me retrouverez pas sur un projet d'écriture. Par contre, on a attaqué avec un ami d'enfance, un de mes meilleurs amis d'enfance du village duquel je viens. On a monté un petit podcast, voilà, sur ma chaîne, qui serait hébergé sur ma chaîne dans un premier temps et peut-être sur les plateformes de podcast après, on verra, qui s'appelle le Cinémeux, qui est un podcast à la bonne franquette entre copains, qui va parler de comédies principalement françaises avec lesquelles on a grandi des années 80, 90, 2000, des trucs complètement oubliés ou complètement bizarres. On parlera quand même d'autres choses que de temps en temps on parlera d'autres choses que de comédie. On parlera aussi peut-être de polar, de films d'action, de classiques, du cinéma français, des films de Gabin. Voilà, on est dans un truc très franchouillard, très France profonde, mais on est entre on a grandi avec les mêmes références, on est des amis d'enfance et moi je viens de ce monde-là. Voilà, maintenant j'habite à Paris en Île-de-France et c'est autre chose et je suis content, c'est un autre, mais je proviens vraiment de la France profonde et je voulais parler de ces vieux films français que personne n'a vu ou que tout le monde a un peu oublié et voilà, je suis content, mais on fait vraiment ça à la cool et c'est pas du tout, encore une fois, c'est vraiment on l'enregistre d'ailleurs la nuit. C'est pour ça que c'est très compliqué parce que lui, il a son bébé, il a un bébé en jeune âge, donc on enregistre en pleine nuit. Donc on finit toujours très tard et on est des potes d'enfance, du coup ça va très vite et voilà. Et hormis ça, donc ça c'est pour 2024 et puis évidemment perpétrer le Raging Fire Club, hein, parce que ça c'est le truc principal, hein, quand même. Moi, après ma chaîne, je voulais quand même monter ce podcast et c'était un objectif aussi dès le départ, parce que moi, dès le départ, je voulais même, avant de faire ma chaîne, Hong Kong Connexion, le cinéma, tout ça, je voulais faire ce qu'on est en train de faire, en fait, là, tous les trois, c'est-à-dire monter une équipe et parler de cinéma de Hong Kong, puis de cinéma asiatique et de cinéma, et moi, c'était un peu les mecs de Capture Mag un peu qui m'avaient donné un peu cette idée, parce que je les écoutais beaucoup et puis c'était des potes et ils parlaient de films et je me disais ça me donnait envie. Et au tout début je voulais faire ça, je voulais pas ouvrir ma chaîne tout seul, etc. machin. Et hormis les projets où on parle de cinéma et tout ça, moi j'ai des projets plutôt de fiction, on va dire. J'aimerais beaucoup reprendre l'écriture, de refaire soit un film, soit un moyen métrage. Parce que j'ai fait quelques courts-métrages là ces dernières années et je voulais, alors peut-être une web-série, là je me tâte peut-être une web-série en mode j'aimerais beaucoup mélanger le cinéma français très franchouillard et puis avec des références très hongkongaises. J'aimerais bien trouver ce mélange, je suis sur ça, mais ça arrivera peut-être d'ici 2025, 2026. Donc voilà, plutôt dans ces années-là, ce sera pas pour cette année, quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, j'étais très long, je m'en excuse, mais c'est un peu projet. Ouais, très cool. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, hein, de réussir tout ça. Et voilà, quoi. Donc, écoutez, on a fait une petite émission à la bonne franquette. On va revenir très vite avec des émissions un peu plus calibrées sur des sujets. On est en train de vous préparer ça. Le Raging Fire Club continue. On va inviter des invités.
bien entendu. Vous allez avoir des gens très intéressants qui vont venir vous parler, pas dans tous les épisodes, parce que parfois on aime bien rester entre copains aussi, entre nous. Ça veut pas dire que les autres sont pas nos copains, hein. Mais voilà. On invite des gens bien. Voilà, il y a que des gens bien, que des gens intéressants. Il y a des choses qui sont prévues. Restez à l'écoute. On vous l'a dit, on vous promet pas la régularité, mais on vous promet d'être là. On vous embrasse. On vous remercie de votre soutien. On vous remercie de nous écouter. Et pour moi, ce sera le mot de la fin. Donc, je vous salue bien tous et puis à très très vite. Ouais, merci à tous. On se revoit très vite. On passe 2024 ensemble. Et bonne année à tous encore et meilleurs vœux et bonne santé. Bonne année 2024. Bonne année. Ciao. Merci. Ciao.